Romain est ingénieur physicien en nanotechnologie et pourtant son métier actuel n'a rien à voir avec ce qu'il a étudié. Il voulait en fait devenir entrepreneur et comme il est également expert en beatbox, il a décidé de faire de sa passion son premier projet en ligne, ce qui n'a pas franchement été un grand succès. Et pendant 3 années où j'ai fait 0 €. Il décide alors de pivoter, de se lancer dans un tout nouveau business à côté de son travail pour le gouvernement. J'ai fait 2 ans d'ambassade et après j'ai passé 2 ans pour une agence ministérielle de la recherche à Paris. Une épreuve difficile dans laquelle il a su prioriser son succès futur plutôt que le plaisir à court terme. Mais je me levais à 5h du mat pour bosser jusqu'à 9h. J'étais passionné et puis finalement il faut aussi je pense mettre l'énergie pour ça. Tu te couchais à quelle heure? Je dormais pas beaucoup à l'époque, je pense pas. Hein. Wow. Parce que le midi je travaillais aussi dessus. J'étais un peu le gars où tout le monde allait bouffer à la cafette et moi j'étais celui qui avait bouffé vite fait à la cafette pour pouvoir taffer sur le temps du midi. Ce qui a fini par payer puisqu'il gagne l'équivalent d'1 an de salaire en 1 semaine à la sortie de son premier produit. Salaire net, je devais être à 2 000 par mois. Donc, pour moi, ça faisait 24 000 par an là où j'étais et un lancement 30 000. Boum. Ah, mais ça fait boom. Bah oui. Ça fait boom. Donc quand tu vois. T'as sauté au plafond. Il développe ensuite son business jusqu'à atteindre un très beau chiffre d'affaires, mais travaille trop. Tu travailles combien d'heures par semaine à peu près dedans? Trop. Ah oui, ok. Ouais, trop, à l'époque, trop. Et décide d'automatiser complètement son entreprise. Et donc, j'ai tout automatisé. Et pour te dire, le décodeur a fonctionné pendant 6 années. Puis à mesure, le chiffre d'affaires diminue quand tu mets pas d'énergie dedans. Parce que tu crées pas de contenu? Depuis 6 ans, je créais plus rien. Cela fonctionne très bien, mais il a un problème. Malgré le fait d'avoir ce business en ligne, j'étais relativement seul. Je me sentais seul. Et on parlait de salariat tout à l'heure, il y a quand même ce côté connexion que j'avais complètement perdu. Et décide de changer à nouveau complètement de business et d'approche. Un pari osé qu'il réussit avec brio puisqu'il multiplie par plus de 10 son chiffre d'affaires en quelques années seulement. Ouais, là on a terminé 1,5 million cette année. Donc t'as fait plus de x10 par rapport à Décodeur du non-verbal. Dans cette conversation avec Romain Collignon, nous parlons également de comment dépasser ses peurs pour démarrer son entreprise. Comment trouver une idée de business rentable. Comment passer de salarié à entrepreneur et trouver sa raison d'être. Comment vendre un produit avant de l'avoir créé et de manière éthique et transparente. Comment pivoter son business model jusqu'à trouver le bon tout en gardant son enthousiasme, c'est important. Comment scaler votre business sans vous tuer à la tâche. La beauté de la routine pour être plus performant et plus heureux, même si sur ce sujet nous ne sommes pas d'accord. Et pourquoi les membres de l'équipe de Romain parlent en anglais dans leurs réunions alors qu'ils sont tous francophones et bien d'autres choses encore. C'est parti! Ils sont ceux qui explorent des mondes inconnus. Elles sont celles qui découvrent des chemins méconnus. Ils refusent de vivre une vie futile et ils rejettent les diplômes inutiles. Ils se disent pourquoi pas tenter l'entrepreneuriat. Créer une pensée différente pour mener une vie attrayante. En se créant leur propre aventure, ils laissent leur signature. Intelligents et diligents, on les nomme rebelles intelligents. À tous ces iconoclastes, bienvenue dans votre podcast. Tu peux faire un clap sexy? Moi, je suis un clap? Bah ouais. Sexy. Salut. Donc Romain, est-ce que tu as l'impression d'avoir une vie atypique aujourd'hui par rapport à la vie que la plupart des gens ont? La question qui tue. Je vais te répondre par oui et non. D'accord. Dans le sens où oui, atypique, parce que quand je regarde autour de moi des personnes qui ont le même âge ou qui ont le même parcours que moi, j'ai clairement une vie qui est très différente. Et en même temps, j'ai envie de te dire non, parce que la façon dont est organisée ma vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, je suis un papa, je suis un mari, je suis aussi un entrepreneur qui travaille, on va dire, 9h, 18h, comme, on va dire, peut-être quelqu'un qui est dans le salariat. Donc, j'ai envie de te dire non. Mais on peut explorer ces deux sujets si tu veux. Ah oui, c'est ce dont on va parler tout au long de cette interview. Déjà, quelque chose quand même d'assez atypique dans ton parcours, c'est qu'aujourd'hui, tu fais quelque chose qui n'a vraiment rien à voir avec tes études. Est-ce que tu peux partager quelles études tu as fait? Bien sûr. Parce que donc, tu n'as pas eu la chance de rater tes études, n'est-ce pas? Ouais, j'ai pas eu la chance de rater mes études. De formation, je suis ingénieur physicien. Dans quel domaine? Dans le domaine des nanotechnologies. Donc c'est quand même pas le petit domaine. Non, sur le papier, voilà. Ça en jette? Ça peut en jeter. Et si j'ai fait ces études-là, c'est que j'étais bon à l'école, sur le papier, dans le système scolaire que l'on fait quasiment tous. Et surtout, j'étais nourri par cette curiosité insatiable de comprendre comment fonctionnent les choses. Et finalement, la physique, tu te rends compte que plus tu vas vers le petit, plus tu comprends que t'as un monde que tu connais pas. Donc c'est surtout ça, je pense, qui me motivait. Et donc le métier pour lequel j'étais prédestiné, c'était ingénieur physicien. En gros, je devais me retrouver
dans des salles blanches pour travailler pour AMD, Intel, Philips, ces grosses boîtes, et concevoir les technologies qui allaient arriver dans les 3, 5, 10 ans. Donc ça, c'était sur dans les le papier. microprocesseurs, les GPU. Exactement. Ouais. Microprocesseurs, etc. J'ai travaillé même sur le sujet des OLED, tu vois, qui à l'époque n'était pas du tout sur les écrans, notamment la couleur bleue, qui avait une durée de vie qui était très limitée par rapport au rouge et vert, et donc je travaillais là-dessus en recherche et développement chez Philips. Waouh, donc c'est une technologie utilisée dans les écrans plats. Qui maintenant est, et qui est mature. Ok. Ça, c'était sur le papier. Donc d'accord, tu te dessines à ça, tu sors de l'école avec ce beau diplôme, et là, qu'est-ce qui se passe alors? Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? On est en 2008, donc ça va faire maintenant 13 ans, 14 ans. Et mes premiers, j'ai quand même travaillé, on va parler de l'entrepreneuriat forcément, mais j'ai quand même travaillé dans des institutions déjà, alors ministérielles. Mon premier job, c'était l'ambassade de France à Berlin. Et quel rapport pour un ingénieur physicien? Alors justement, Et déjà, je pense qu'il y a le petit côté rebelle qui se met en place, parce que mon métier, c'était de travailler dans des boîtes, et au final, ma première boîte était l'ambassade. Donc tu vois, c'était déjà un petit peu en opposition, tout au moins, c'était pas le chemin prédestiné, mais mon métier était là-bas d'organiser notamment pour le ministère de la Recherche, des meetings entre des politiques, on va dire, ou des sénateurs français, pour leur montrer qu'est-ce qui se passait dans le domaine des nanotechnologies en Allemagne. Donc leur faire rencontrer des chercheurs en Allemagne, des universités, d'organiser des événements. Donc si tu veux, j'utilisais cette connaissance du domaine des nanotechnologies non pas dans la recherche et le développement, mais plus pour comprendre l'écosystème et d'organiser ces rencontres, ce genre de choses. Donc là, tu étais plutôt dans l'événementiel finalement. Ouais, événementiel. Il y avait aussi pas mal de veille aussi, parce que avec ce réseau-là qu'on avait en Allemagne, on écrivait des publications qu'on appelait les bulletins. Je pense que ça existe toujours, les bulletins électroniques. Alors attends, tu t'es tombé sur ce poste et tu t'es dit c'est ce que je veux faire ou... Non. Ce que je veux dire, c'est quand même assez éloigné. Ouais, non, mais à l'époque, en fait, ma dernière année d'école d'ingénieur, je l'ai fait en Allemagne. Donc ça joue aussi. Ah oui. Et j'avais allemand couramment. Et bah du coup. Je pense qu'un mec qui est dans les nanotechnologies, qui parle allemand, il n'y en avait pas des masses, donc je pense que je sais pas si c'est pour ça si j'ai été pris. Mais dans tous les cas, c'était pour moi mon premier job. C'était hyper sympa, quoi. C'était hyper sympa d'être à Berlin. Tu vois, on était sur la Pariser Platz, là où il y a la porte de Brandenburg. Je suis jamais allé. Ah ouais? Non, ça fait partie des choses que je veux faire. J'ai des bonnes adresses. Ok, donc tu te retrouves là-bas. Et ça, c'était le premier job. Mais en parallèle, c'est marrant, mais c'est là-bas que j'ai découvert des livres pour changer de vie. Donc mon blog. Ouais, ton blog. Donc en 2008. Donc en 2008, ouais. J'ai démarré fin 2008. Ouais, bah c'est ça. Moi, je suis arrivé fin 2008, donc je pense que j'ai dû le découvrir en décembre, fin 2008 ou janvier. Le même parcours que Benoît Bonnegueule, du coup, c'est intéressant. Ouais. Puisque lui aussi l'a découvert fin 2008. Et il y avait Michael Ferrari aussi, qui à l'époque était à Berlin, et je pense qu'il vous êtes rencontrés à ce moment-là? Bah non, on l'a su après. Ah ok, d'accord. Mais bon, peut-être qu'il y avait quelque chose là-bas à Berlin qui une se faille spatio-temporelle. Ouais. Mais bah si tu veux, ouais. Donc si tu veux, j'étais là-bas dans ce job. Je suis resté 2 ans. C'était très très intéressant. Je regrette pas du tout, même l'expérience d'être à l'étranger. Mais tu voyais déjà que c'était pas ce pourquoi mes études me prédestinaient. Donc déjà par rapport à mes collègues, tu vois, ou camarades de classe, je faisais quelque chose de complètement différent. Et c'est en même temps à ce moment-là où ce côté business en ligne, on va peut-être revenir dessus, mais ce côté liberté, ce côté monter son entreprise, c'était quelque chose sur lequel c'était un rêve, tu vois. À cette époque-là. Déjà. Ouais. Mais du coup, des livres pour changer de vie, c'était quelque chose, tu vois, on était dans le développement personnel, on était dans la création de boîtes, on était, tu vois, sur des sujets sur lesquels je commençais tout juste à m'éveiller. Mais j'étais toujours salarié à cette époque. Et puis en plus d'une belle institution. Oui, d'une institution gouvernementale. Donc exactement. Ouais. Ce qui pour beaucoup de gens est un peu l'antithèse de l'entrepreneuriat. Ouais, complètement. Je pense qu'on va revenir dessus. Donc tu te retrouves là avec ces rêves, donc ce blog qui t'inspire. Ouais. Comment t'as creusé le gap? Comment j'ai creusé le gap? Je pense que j'ai commencé à bloguer, figure-toi, en parallèle sur le Human Beatbox. Ça, je sais pas, on n'en a pas forcément rediscuté. Mais Berlin il y avait un mouvement qui s'initiait à Berlin sur l'art de faire de la musique avec sa bouche. Donc, d'accord. Je suis très passionné par le sujet. Tu peux nous faire une démonstration? Ah, ok. Et quelques petits restes. Excellent. Mais c'est là où il y avait lieu les championnats du monde, ce genre de choses. Et c'était un domaine qui était très émergent. Et c'est là où j'ai commencé à bloguer. Mais vraiment pas, où je caressais peut-être l'espoir de faire un business de ce sujet-là. Mais simplement, c'était l'histoire en parallèle de ce job-là, de partager sur un blog. C'est là où j'ai découvert WordPress, ce genre de choses. Un sujet qui me passionne. Donc WordPress qui est un logiciel de blog. Hein. Exactement. Qui maintenant, qui n'a pas son blog sur WordPress. C'est la référence. Ouais. La référence, ouais. Mais si tu veux, c'était un side project. Et dans l'esprit, quand même, faut quand même le dire,
parce que ce site-là maintenant n'existe plus. Ça m'a permis de rencontrer toute la communauté. Ça m'a permis de participer au championnat de France aussi de ce sujet-là. Et je caressais l'espoir, si tu veux, de... Ça, c'était avant que tu t'inscrives à Blogueur Pro. Blogueur Pro, je pense que je me suis inscrit, c'était... quand est-ce que tu as lancé? Décembre 2010 Ouais. Donc tu vois, il y a quand même 2 ans. Oui, donc 2 ans avant. Mais entre lancer vraiment son entreprise et se dire, tiens, ok, je vais quitter mon job pour développer un projet entrepreneurial, notamment en ligne, tu vois... Oui, je suis plutôt lent, ouais. mais à l'époque, tu vois, tu devais être un des premiers à en parler de cette possibilité. Oui, absolument. Là aujourd'hui, c'est une limite classique. Oui, c'est presque, c'est mainstream, ouais. C'est mainstream. À l'époque, Ça n'était pas du tout, non. Non, c'était Far West. Ouais, complètement. Voilà. Et ce bloc-là, je l'ai développé en me disant, tiens, je pourrais peut-être en vivre d'une certaine manière. Mais quand tu regardes un petit peu, toi, qu'enseigne la niche où se positionner dessus, le Human Beatbox. Bon, bah, c'est un art. La plupart des gens qui s'intéressent à ça n'ont pas d'argent pour s'acheter des instruments de musique. Donc, c'est un marché. Déjà, de gens qui n'ont pas un panier d'achat moyen énorme, ouais. Voilà. 2, est-ce que c'est vraiment un problème? Voilà. Faire la musique avec sa bouche, c'est pas un problème que tu vas venir résoudre. Et est-ce que tu as un nombre de personnes suffisant pour te dire, je peux poser un business dessus? Non, c'était, à l'époque, en 2008, tout au moins, quelque chose qui était émergent. Donc, il y a très peu de personnes qui s'intéressaient à ça, sauf les hyper passionnés. D'accord. Ceci étant dit, c'est une expérience que j'ai développée jusqu'en 2011 et tu vois, c'est là où j'ai terminé le Human Beatbox et c'est là où je suis rentré dans Blogueur Pro, c'est là où j'ai lancé la deuxième activité, on va pouvoir en parler. Mais pendant 3 années où j'ai fait 0 € de ce projet entrepreneurial, c'est long, 3 années, où j'ai quand même développé certaines choses comme créer un blog sur WordPress, parler à sa communauté, soit des choses pour lesquelles j'étais pas du tout câblé pour. Et donc, tu avais quand même déjà cet objectif de gagner de l'argent avec ton blog sur le beatbox, ou c'était plus un hobby que tu voulais explorer et tu t'es dit, si je gagne de l'argent, ça sera un bonus? Ouais, je dirais que c'est plus la deuxième solution. D'accord. Mais je pense que je caressais l'idée de pouvoir faire quelque chose, tu vois, quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat et qu'on l'a jamais fait, on a envie de le faire. Ouais. Mais est-ce qu'on se donne les moyens de le faire? Je pense qu'à l'époque, je me donnais pas les moyens vraiment de le faire. Mais là, c'est intéressant, c'est parce que finalement, moi, j'ai eu une démarche similaire à la tienne, sauf que moi, j'avais ma première entreprise à côté, mais mon premier blog TechnoSmart, j'ai passé plusieurs mois dessus sans que ça amène quoi que ce soit. C'était sur les nouvelles technologies. Je l'ai laissé en ligne pour montrer au monde ce qu'il faut pas faire. Donc, si vous voulez voir ce qu'il faut pas faire avec un blog, allez voir. Ça permet, en tout cas, de s'initier. Et dans ton cas, en plus de s'initier, peut-être pas à l'entrepreneuriat, mais si quand même déjà, tu développes des compétences qui vont être utiles après dans ton projet entrepreneurial. Et c'était un des messages que je portais, qui était effectivement pas si courant à l'époque, c'est que, mais même aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas compris, c'est que quand tu te lances dans un petit projet comme ça sur le web où tu vas commencer à créer du contenu, communiquer, t'as pas besoin de beaucoup de ressources. Non. Tu peux faire ça à côté de ton boulot, de ton activité, de tes études, et puis ça te crée des compétences qui vont être utiles pour le reste de ta vie. Donc compétences et mindset. Je pense que si je regarde, on verrait toutes mes aventures entrepreneuriales qui ont des cycles de 3 à 6 ans. Il y a toujours ces compétences sur lesquelles tu apprends et après tu capitalises pour la next entreprise. Donc ça, c'est des compétences, mais il y a aussi surtout le mindset, les changements. Ce blog-là m'a fait dire, oui, Romain, tu as une expertise, entre guillemets, tu peux la partager au monde, donc le regard des autres. J'ai travaillé à fond là-dessus. Genre, j'ai ma première vidéo YouTube, tu regardes, en 2009, et tu te dis, c'était maintenant faire des vidéos sur YouTube, on en fait, est-ce que c'est mainstream? Je ne sais pas encore. Mais à l'époque, j'étais terrorisé de faire ça. C'est normal. Mais du coup, quand tu deviens entrepreneur, t'es obligé de marketer ton message. Et tu le fais quand même. Ouais, exactement. Donc, c'est plus des leçons de mindset, j'ai envie de te dire, qui m'ont après servi et accompagné dans la suite. Donc, tu vois que tu as clairement pas gagné d'argent avec ce projet. Et là, tu t'inscris à Blogueur Pro quand même, ce qui est quand même un investissement, même si tu avais un salaire et tout ça déjà. C'était mon salaire mensuel, très clairement. D'accord. Donc, tu as mis 1 mois de salaire dans Blogueur Pro. Donc, c'est que tu te disais, OK, il faut que je passe la vitesse supérieure et il faut que je sois plus sérieux dans mon projet. Et là, tu avais peut-être une vision aussi plus claire de ce que tu voulais faire. Tu voulais vraiment gagner de l'argent et être libre avec un business sur le web. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que le message que t'as clairement inspiré ces choix il y a 10 ans. Tu vois, des livres pour changer de vie, oui, c'était du dev perso, à la fois aussi du business, mais il y avait toujours ce petit côté en filigrane de liberté. Absolument, et je l'ai toujours. Que tu as toujours eu parce que c'est en toi. Et je pense que quand tu as lancé la formation, je me suis dit, ouais, c'est le truc à faire. Et pareil, c'était un saut de foi à l'époque, de se dire d'investir sur moi-même. C'est pas le genre de truc qu'on m'avait appris à faire. Et très clairement, je savais que au départ, je pense que j'étais venu avec l'idée de monétiser justement ce blog sur Human Beatbox, mais j'ai très vite compris, je pense, le premier cours, que c'était mort. Parce que l'un des premiers cours, c'est l'étude de marché et on voit le potentiel économique. Ouais. Exactement. Tu te dis, c'est mort, quoi. Exactement. Et s'il y a bien un truc qu'on peut voir là depuis le début de cette interview où je dis
la physique, ça me passionnait parce que j'apprenais l'infiniment petit. Le human beatbox, c'est aussi un truc sur lequel j'apprenais, que j'aimais transmettre. Bah, si tu veux, il y avait d'autres sujets sur lesquels, notamment la psychologie et le langage corporel, qui était un sujet qui me passionnait, mais que je dévorais des livres et ce genre de choses. Et au final, je me suis rendu compte, mais c'est peut-être cette niche-là sur lequel je peux venir asseoir une expertise, créer des offres, et ça rentrait pile poil avec ce que tu proposais avec Blogueur Pro à l'époque, et sur lequel finalement ma première vraie aventure entrepreneuriale, celle qui m'a permis de quitter le salariat, bah, c'était cette aventure-là. Donc l'idée de ça, c'est que une passion et un potentiel économique de la niche. Ouais. Mais ça, tu vois, je l'ai appris après. Très bien. Oui, d'accord, mais c'est le début de Blogueur Pro, donc tu t'en rappelles encore 10 ans après. T'as intégré ça dans les bases. Ouais, j'ai intégré, mais après, sur le moment, je l'ai pas. Tu conscientises pas. C'est après, avec les expériences, que tu conscientises tout ça. C'est ce qui me permet, quand j'ai des conversations avec des personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, je peux direct voir, sans décourager, si oui ou non, il y a un potentiel pour cette activité-là. Et là, maintenant, on va plus loin dans Blogueur Pro, puisqu'on parle même de l'ikigai, tu sais, où tu as le potentiel économique, la passion, puis aussi la compétence et la mission de vie. Ouais. C'est pas forcément facile à trouver, mais en tout cas, on en parle pour donner un idéal, quoi. Voilà, à atteindre. Donc, ok, donc là, tu l'as dit, t'as pivoté sur le langage du corps. Et déjà, on peut quand même noter ton ouverture d'esprit et le fait que tu es quand même très polymathe, c'est-à-dire que tu t'intéresses à des choses qui sont pas forcément connectées entre elles. C'est quelque chose que tu as toujours eu. Sauf quand on voit les connexions. Ouais, exactement. Mais bon, on a beaucoup de similarités là-dessus. On voit des connexions là où les gens en voient pas forcément. C'est une force, hein, d'ailleurs. Et toi, tu lis beaucoup, tu te formes beaucoup. Comment tu fais? Ouais, c'est ça. Donc je bouffe du bouquin, du Kindle, du podcast, des formations. Mais toujours. Et ce que j'ai pu constater en discutant avec d'autres entrepreneurs, c'est peut-être une des spécificités, c'est que je vais vraiment au bout des choses. C'est-à-dire, t'as combien de vidéos sur YouTube? Plus 1800. 1800. Tu vois, je te découvrirais maintenant, et si j'adhère au message, je serais capable de m'enchaîner les 1800 vidéos. Les 1800 vidéos? Il y a des gens comme ça que j'ai suivis pendant 1 an et demi, à écouter leur contenu des 10 dernières années en x2, tu vois, parce que j'adhérais au message. Wow. Donc, et tu parlais des forces. Après coup, j'ai fait un test, tu dois le connaître, le Strengths Finder. Qui est pareil, j'en parle au début de Blogueur Pro. Mais c'est tellement clé, parce que si tu veux, si on assoit, on peut être passionné de quelque chose, mais si la façon dont on le propose et la façon dont on crée son business n'est pas alignée avec nos forces naturelles, c'est-à-dire ce pourquoi je sais pas si c'est de l'ADN, je sais pas si c'est de l'éducation, je sais pas d'où ça vient, mais moi ma première force c'est le learner, c'est-à-dire que j'ai rien d'autre à faire, une île déserte, une bibliothèque, je peux rester 25 ans. Mais ça, c'est pas le cas de tous les entrepreneurs. Et je pense que c'est important aussi, et c'est ce que tu expliques dans Blogueur Pro, dans les nouvelles versions, c'est comment articuler finalement son expertise et son business sur des choses sur lesquelles on a de la force. Donc, learner, c'est le premier. Et le deuxième, c'est connecteur. Donc, ma deuxième chose, c'est juste de connecter tout ce que j'apprends. Et c'est une des valeurs maintenant de ce que l'on fait dans la boîte, puisqu'on travaille avec des entrepreneurs, c'est juste de prendre toutes ces informations-là de structuration de boîte, de les connecter et de les simplifier. Parce que ça fait partie de ma zone, on appelle ça zone de génie ou ikigai, tu vois, c'est différents termes. Mais oui, quand tu regardes le parcours, là, on a fait 4-5 ans de parcours, c'est des thèmes très très variés, mais au final, c'est un peu toujours le fait de capturer l'information, la structurer, la retransmettre. Et ça, tu peux regarder sur les 12 années ou 14 années d'entrepreneuriat, ça a toujours été un trait commun, quoi. Donc tu démarres ton blog sur le langage du corps. T'es toujours à l'ambassade à ce moment-là? Je crois que je suis en transition, parce que je fais 2 ans d'ambassade, et après j'ai passé 2 ans pour une agence ministérielle de la recherche à Paris. Donc finalement, j'ai travaillé 4 ans en dehors. Mais tu n'as jamais été fonctionnaire finalement? Non, c'est des statuts un peu spécifiques. Alors ça fait quoi de bosser pour le gouvernement? T'as vu la question piège? Non mais t'as le droit d'en dire du positif, hein? Ouais. Non, mais j'ai le droit d'en dire du positif. Dans l'expérience, quand j'étais jeune, c'était une super expérience. C'était une très belle carte de visite. Si je voulais continuer à faire carrière dedans. D'accord. Ce qui n'était pas le cas. Les inconvénients, et c'est là où je pense que j'étais très rapidement frustré. Et c'est aussi pour ça, tu vois, que le blog sur le langage corporel qui m'a permis de créer ma première activité s'appelait le décodeur du non-verbal. Et si tu veux, quand tu as une démarche entrepreneuriale, tu as envie de créer des choses, tu as envie de créer tout ça. Donc ça m'a aussi montré que quand on est dans une structure comme ça, une agence ministérielle par exemple, ta créativité, si tu veux, t'as pas forcément l'occasion de l'exprimer. Donc c'est plus d'une frustration. C'est un peu trop processisé peut-être comme environnement? Ouais, processisé, puis là, tu vois, le côté... bureaucrate. Ouais, ça va passer vite. Moi, je me rappelle toujours de solutions logicielles qu'on utilisait qui étaient archaïques, et moi, ça me foutait dedans quand tu pouvais utiliser... Dès que tu veux faire un changement, ça prend des plombes, faut passer par des comités. Disons que l'initiative individuelle n'existe
existe très peu, quoi. Hmm. Très, très peu. C'est un peu étouffant pour un entrepreneur quand même. Mais comme oui. milieu. Ouais. Complètement. C'est pour ça qu'heureusement qu'il y a les side projects à côté. Donc, donc du coup, tu travailles quand même pas mal d'heures dans ton travail, non? Ouais. Comment tu fais pour passer du temps sur ton projet Bah, entrepreneurial? c'est un truc un peu que t'expliques, tu sais. Soit tu brûles les bateaux et tu construis ta boîte. Soit Que je recommande pas. Voilà. Soit tu fais en parallèle. Mhm. Et je pense qu'à l'époque, mon aversion au risque, parce que je pense financier essentiellement, sur des choses qui étaient son taf, c'est pas évident. Hein. Avec le recul, je me dis, faut le faire tout de suite, mais avec le recul, tu vois, il y a des choses à prendre en compte. Et donc du coup, j'ai développé ce blog et fait la première offre, le premier lancement, etc. J'ai dû mettre 18 mois à le faire. Tu vois, donc c'est assez long, mais au moins c'est bien structuré. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, bah, je faisais, je sais pas, 9h, 18h, on va dire assez classique dans ce job-là. Mais je me levais à 5h du mat Wow. pour bosser jusqu'à 9h. J'étais passionné. Et puis finalement, il faut aussi, je pense, mettre l'énergie pour ça. Tu te couchais à quelle heure? Ouais, je dormais pas beaucoup à l'époque, je pense pas. Hein. Wow. Parce que le midi, je travaillais aussi dessus. J'étais un peu le gars où tout le monde allait bouffer à la cafette. Et moi, j'étais celui qui avait bouffé vite fait à la cafette pour pouvoir taffer sur le temps du midi. Et tu n'avais pas d'enfant à l'époque? Non, j'avais Ok. pas d'enfant. Ouais. Mais donc là, on voit aussi ce qui a fait ton succès, c'est que tu es capable de sacrifier du plaisir à court terme Ouais. pour des résultats à long terme. Ouais. C'est que finalement, pas beaucoup de gens sont capables de faire. Non. C'est aussi une question de motivation, mais Ouais, je pourrais pas dire d'où vient la se lever à motivation. 5 heures, c'est quand même pas à la portée de tout le monde. Ouais. Bah, je le fais encore, je me lève assez tôt. Et encore plus quand j'ai des enfants maintenant. Parce que c'est le temps entre 5 et 7. Tu peux avoir du temps pour toi avant que les enfants se réveillent. Donc tu te levais à 5 heures, tu te mettais un bandana autour de la tête, Bah, un limite, couteau, ouais. un couteau Ouais, entre c'est les ça. dents, et tu bossais à fond pendant Ouais, c'est ça. 2h30 avant d'aller Bah, au boulot. je me rappelle très bien quand la première formation a été lancée. Toi, tu me conseilles je pense que c'est toujours le cas, de vendre avant d'avoir créé toute la formation ou faire le premier module. Voilà, alors, juste pour faire une parenthèse, le business model que j'enseigne dans Blogueur Pro, ça consiste surtout à vendre des formations. On peut aussi vendre des prestations de services ou des produits physiques, mais disons que les formations, ça a le gros avantage d'avoir une marge importante, de pouvoir scaler facilement et de pouvoir être vendu avant d'être créé de manière complètement transparente et ouverte. Tu dis aux gens que ça va être accès bêta ou accès en avant-première ou pré-vente tout simplement. Exactement. Donc, ok. Bah, du coup, j'avais vendu avant. Alors, Donc pendant 18 mois, tu te lèves à 5 heures du matin, tu bosses le matin avant d'aller au boulot et peut-être le soir aussi en rentrant un le peu. soir, ouais. Et t'as le temps de voir ta femme un peu Comment ça se passait? Bah, à l'époque, la première année, je la connaissais. Non, la première année, je la connaissais pas. D'accord. Ouais. Ok. Donc, deuxième année, c'est là que je l'ai rencontré. Ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Ouais. T'étais célibataire. Exactement. Et tu te faisais pas trop distraire par les amis, les soirées, si, je pense l'envie de encore. rencontrer juste avant quelqu'un. Ouais, non, bah du coup, j'ai trouvé la bonne. Juste au moment. Bon moment. D'accord. Mais oui, distraire, oui, clairement. Ça c'est sûr. Ce que je vois, c'est que le travail était beaucoup plus intense quand justement la formation a dû être livrée. Parce que bon, tu fais le premier module en avance, mais après, tu vois, chaque semaine, je devais délivrer le truc. Ça Oui, donc alors attends, tu fais ton lancement de Ouais. produit, c'est aussi quelque chose que j'enseigne dans la formation. Tu avais fait combien de ventes à l'époque? C'était 30 000 € de chiffre d'affaires. Ouais, donc pour toi, c'était quoi, un an de salaire peut-être? Ah ouais, c'est ça. Un an de salaire en une semaine, bon, avec 18 mois de Non, parce travail qu'à l'époque, avant, je devais être payé genre net. Tu vois, à l'époque, tu sais plus entre. Tu vois, quand t'es entrepreneur, la TVA, tout ça, tu connais pas. Et puis le salaire net. Le salaire net, je devais être à 2 000 par mois. Donc, on va dire, pour moi, ça faisait 24 000 par an là où j'étais. Et un lancement, 30 000. Boum. Ah, mais ça fait boum. Bah oui. Ça fait boum Donc quand tu vois. t'as sauté au plafond, t'as fait péter le champagne, Ouais, je pense. Alors, c'était beaucoup d'efforts. Tu connais ton premier lancement. Tu vois, c'est énormément de travail. Émotionnellement, beaucoup de travail, etc. C'est comme un mariage en fait. Hein. J'ai plus de plaisir au mariage quand même. Hein. mais en tout cas, le chiffre qui a été fait, c'est que même là, je n'ai pas quitté mon job tout de suite. Hein. J'ai dû mettre encore 9 mois jusqu'à temps de faire le deuxième lancement. C'est normal parce que le premier lancement, il faut livrer. Tu te dis c'est peut-être, oui, déjà, puis tu te dis c'est peut-être la chance. C'est peut-être, on ne sait pas si ça va continuer. Ouais. Donc tu avais besoin d'être assuré. Donc tu as dû créer la formation tout en continuant à alimenter ton blog et à faire C'est pour ça que ça faisait du. Ouais, au bout d'un moment, tu. Ouais, mais bon, après, la première fois où ça arrive, quand même, tu te dis. Bah, c'est possible, c'est possible. Maintenant, est-ce que je peux réitérer effectivement? Et je pense que je suis resté trop longtemps en me disant. J'aurais dû quitter dès le démarrage, tu vois, avec le recul. Parce que j'aurais beaucoup plus de temps, ça aurait été beaucoup plus vite. Il y a beaucoup d'élèves blogueurs qui disent ça. Ouais. Mais bon, au bout d'un moment, c'est bien du coup de leur dire parce que. Psychologique, Mais avec le recul, c'est ça. Et là, c'est justement Lauriane, ma femme, qui. Parce qu'à force d'en parler, elle me disait, mais. Rien t'empêche de quitter ton job, tu vois. Donc je l'ai quitté genre quelques mois plus tard. C'était la meilleure décision de ma vie. Mais à un moment, tu te retrouves seul, t'as plus de collègues, tu bosses de chez toi, tu te retrouves face à ton activité. T'as infiniment plus d'heures du jour au lendemain. Ouais, exactement, mais beaucoup plus de responsabilités aussi. Mais je pense que j'avais fait, pendant les mois et les années avant, et notamment à travers le parcours Blogueur Pro, tu vois, mes armes, pour pouvoir enfin le faire tout seul.
Parce qu'on peut, et j'en connais un qui reste indéfiniment avec leur job salarié qui est très bien payé, un peu cette prison dorée dont tu parles. Et puis ils ont leur business à côté, mais ils vont jamais pousser de business parce qu'ils gardent toujours leur salarié à côté, quoi. Après, je pense que ça marche pour certains. Il y avait un infopreneur qui faisait plus d'1 million par an et qui gardait son job parce qu'il avait peur. C'est dingue quand même. Hein. Il était jardinier? Non. Non. Non, mais je vais pas dire qui c'est, mais il avait un job très bien payé à plus de 10 000 euros par mois, ce qui était quand même beaucoup moins que ce qu'il gagnait avec sa boîte. Ouais. Mais voilà, il se disait c'est la sécurité de l'emploi. Donc il y a vraiment un mindset, des fois, un état d'esprit qui peut accélérer ou freiner les choses. Ouais. C'est pas facile de faire le basculement. Non, puis je disais jardinier parce que tu vois, quelqu'un qui a besoin d'être en contact de la nature, il y a certains jobs où il y a des avantages et en fait on se voit pas non plus changer pour. On peut perdre aussi des avantages, mais bon, ça dépend des gens. Bon. Et donc on se retrouve là, enfin tu te retrouves avec un business qui fonctionne bien, t'es plus employé. Est-ce qu'à un moment tu te dis ok, j'ai atteint tous mes objectifs, quelle est la prochaine étape? Ou ça a coulé de source pour toi d'évoluer? Ouais, je pense que ça a toujours évolué. Pendant, on va dire, là on est en 2011, je crois que le premier lancement ça doit être septembre 2012. Et jusqu'en 2016, j'ai développé pendant 4 années donc ce décodeur du non-verbal. Et donc il faut quand même se rendre compte que la formation, quelle était la promesse de la formation? C'était décoder le langage du corps. Et on peut se dire quand même, c'est pas forcément le marché le plus porteur du monde. Non, mais suffisant. N'est pas. Oui. Ouais, en fait, suffisant pour avoir une entreprise qui te permet de. En vrai, avec le recul, je pense que j'aurais pu, parce qu'à un moment donné, j'ai décidé, pour la faire courte, on va peut-être revenir dessus, mais toutes les stratégies de marketing et de création de boîtes que j'ai développées pendant ces 4 années-là, a commencé en discutant avec d'autres entrepreneurs, à intéresser d'autres entrepreneurs en me demandant comment tu as fait ça. Tu vois. Donc c'est ce que je partageais. Sur le beatbox, j'ai appris à faire du WordPress. Décodeur du non-verbal, WordPress, j'étais déjà à l'aise, mais ça m'a permis de structurer ça pour créer un business. J'ai créé un business et j'ai développé tout un tas de formations, faire du lancement, faire du webinaire, faire des séquences email, enfin toute cette panoplie que tu as besoin, notamment pour le business en ligne. Puis à un moment donné, tu structures tellement ça, et là, merci mon côté ingénieur de structuration. Du coup, ça inspire d'autres entrepreneurs à faire la même chose. Donc c'est pour ça qu'en 2016, si tu veux, j'ai un peu switché et je me suis dit, tout ce que j'ai pu développer sur le décodeur non-verbal, je peux aussi le partager, l'enseigner. Donc avant qu'on parle de justement ce nouveau business model qui est d'ailleurs aujourd'hui ton business principal, t'étais arrivé à combien en chiffre d'affaires au maximum sur C'était 120 000. 120 000, ce qui est déjà un beau, une petite entreprise sympathique. Ouais. Tu travaillais combien d'heures par semaine à peu près dedans? Trop. Ah oui, ok. Ouais, trop, à l'époque, trop. Uh-huh. Parce que, d'ailleurs, c'est quelque chose maintenant qu'on enseigne avec nos membres, c'est que dans ce domaine de l'infoprenariat ou de la formation en ligne, business en ligne, si tu veux, t'as un gap, j'ai le sentiment, autour de 80, 100 000, 120 000. Ou si tu, tout seul, tu peux y arriver en mode au four et moulin, tu fais tout, tu peux avoir quelqu'un qui t'assiste. Et à un moment donné, si tu veux juste doubler ton chiffre d'affaires, tu es obligé de faire des choses différemment. Tu es obligé de t'entourer, tu es obligé de processer. Alors je dis obligé, je pense que c'est la façon qui a fonctionné pour moi et ce qu'on partage. C'est compliqué de scaler au-dessus de 100 000 sans exactement. Ça, tu peux, et en fait, tu le fais pas parce que si tu imagines juste le fait d'avoir le double de clients et que tu fais par exemple du coaching, tu regardes ton agenda et tu te dis, non, déjà que j'ai des semaines hyper remplies, doublé, donc tu t'auto-sabotes d'une certaine manière. Et donc je pense que sur cette activité-là, il y a aussi une question c'est bien que tu parles d'ikigai, tu vois, de pourquoi. Mon pourquoi sur la thématique avait été égrené au fur et à mesure des années. J'étais plus forcément intéressé par la thématique. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de construire les systèmes derrière. Donc on arrive sur le côté un peu ingénieur, de marketing, etc. Donc là, tes études t'ont aidé quand même dans ta carrière d'entrepreneur. Peut-être ma façon de penser, mais est-ce que je l'avais avant mes études ou pas, je sais pas. Ce qui est sûr dans mes études, c'est cette curiosité insatiable, mais tu vois. Mais ça, tu l'avais. Mais ça, je l'avais déjà d'une certaine manière, même quand j'étais gamin. Tu l'as eu sur tes études, je veux dire. Peut-être, ouais. Mais dans tous les cas, ce côté structure, je sais que ce qu'on vient chercher chez nous, c'est cette structuration. Et je pense que finalement, j'ai fait école d'ingénieur parce que j'étais structuré. Comme pas mal de gens qui sont un peu bons en maths ou en physique, tu vois, il y a un petit côté carré, moins créatif qu'un littéraire. Et pourtant, tu vois, c'est bien d'être créatif quand on est entrepreneur. Et donc, tu avais tous ces amis qui te demandaient, mais Romain, comment tu fais C'est excellent. Et tu t'es dit, je vais commencer, je vais pivoter un peu. Tu en avais peut-être marre aussi du langage corporel. Ouais, j'en avais marre. Et, en fait, ce qui se passait, c'est que je me suis rendu compte que je passais beaucoup plus de temps dans les séminaires pour entrepreneurs que des séminaires, par exemple, sur la psychologie. Mes copains, mon réseau. Parce que ça, c'est intéressant parce que beaucoup de gens se rendent pas compte, mais quand vous créez une boîte, d'un seul coup, vous avez un deuxième métier. Vous avez le métier technique que vous aviez avant, parce que beaucoup de gens créent une boîte dans les compétences techniques qu'ils ont et qu'en général, ils ont développé en tant que salarié, même si ce n'est pas ton cas. Et après, vous avez aussi un autre métier qui est celui de chef d'entreprise et qui demande de s'y connaître en stratégie, en management, en gestion de budget,
en marketing, en publicité, enfin, en un milliard de choses. Et du coup, on se retrouve à devoir s'éduquer à la fois dans le côté technique, voilà, c'est ça, et puis dans le côté entrepreneurial. Donc, mais tu te rends compte au bout d'un moment que finalement, tu es plus passionné par l'entrepreneuriat en tant que tel que par le sujet de ton entreprise. Intéressant. Exactement. Et je pense que tu vois, c'est cette flamme que être entrepreneur, c'est sur le long terme. Donc, si tu perds cette flamme-là, et je pense, on le voit régulièrement, il y a des notions où il faut se réinventer. Alors toi, ça fait 10 ans que tu fais blogueur pro, t'es un des rares, tu vois, à pouvoir non mais c'est vrai, à pouvoir pérenniser quelque chose comme ça avec autant la même passion. Est-ce qu'il y a encore des formations d'il y a des infopreneurs francophones d'il y a 10 ans qui existent, je crois pas. Culture du succès, je sais pas. Franchement. Aux États-Unis, il y en a. Mais en France, en français. Non, mais je pense que pourquoi ça fonctionne, c'est quand justement tu es sur ton ikigai de base. Donc c'est peut-être une des chances que tu as eu, toi, c'est de le trouver directement et d'avoir, tu vois, le courage de faire ça. Je pense que sur le décodeur du non-verbal, j'avais 70% d'ikigai, j'en sais rien. Mais je pense qu'il faut les 100%. C'est intéressant parce que tu dis j'ai trouvé tout de suite, mais j'ai eu mon premier business qui a duré 10 ans et qui n'était pas mon ikigai. Donc tu vois, ça dépend comment tu vois les choses. C'est ce que j'enseigne aujourd'hui, c'est que je dis toujours l'ikigai, c'est très bien. Faut voir ça comme une sorte d'étoile du Nord qui va vous guider. Mais si vous l'avez pas au début, c'est pas grave, parce que dans la première boîte, j'avais c'était le service informatique puis développement logiciel. Donc passion oui, compétence oui, potentiel économique oui. Mais est-ce que c'était ma mission de vie de faire en sorte que les gens aient un meilleur informatique? Pas vraiment, tu vois. Donc c'était pas vraiment un ikigai, même s'il y avait quand même 3 critères sur 4. Donc c'était peut-être la même chose pour toi. C'est exactement ça. C'est un peu tu dis que les gens comprennent mieux le langage du corps, c'est pas ma mission de vie. Non, c'est exactement ça. Et je crois que c'est un peu la métaphore de l'oignon, c'est-à-dire que trouver son ikigai, on a tendance à aller le chercher. En fait, je pense que c'est plutôt, c'est déjà là. C'est juste de tester pour enlever les couches de l'oignon, tu vois, pour arriver au centre. Donc je pense qu'au final, l'ikigai, il est là, on l'a en nous. Il faut juste oser faire des choses, tester, pour se dire, ok, c'est ça, mais pas tout à fait ça. C'est ça et pas tout à fait ça. Et là, je peux te dire que je suis sur mon ikigai. Dans 25 ans, je sais que je ferai toujours la même chose. Mais ça, c'est venu des expériences. Et j'ai réfléchi sur l'ikigai, j'ai eu pas mal de discussions là-dessus, et je pense qu'il faudrait rajouter une dimension qui manque. Il faudrait faire un ikigai 2.0 où tu rajoutes une dimension temporelle. Très clairement. Donc temporelle à la fois dans la durée, donc sur les années, mais aussi en termes d'intensité par semaine. Parce que tu peux être passionné par je sais pas, par exemple par le surf, mais si tu en fais 10 heures par semaine, tu vas être le plus heureux du monde, mais si tu en fais 30 heures, tu vas te tirer une balle. Et il y a cette dimension-là qui est pas assez discutée en fait. Et aujourd'hui, bon, on en parlera après, mais tu travailles plus. Tu disais que tu fais du 9-18 heures, mais dans les faits, t'es pas non plus au four et au moulin. T'es plutôt en mode stratège dans ta boîte, et c'est peut-être ça aussi qui alimente ton ikigai. Mais on y reviendra après. Donc, je suis chaud. Hein. je te ferai partir dessus. Donc tu découvres que finalement, voilà, t'es plus intéressé par l'entrepreneuriat. Et alors, comment tu fais le pivot? Parce que un peu naturellement. Écoute. Déjà, tu as une audience de gens intéressés par le langage du corps. Donc, il y a peut-être des entrepreneurs ou des gens qui sont intéressés par ça, mais c'est pas non plus évident, quoi. Je crois que le pivot, il s'est fait d'une certaine manière. Il fallait que je clôture cette histoire du décodeur non verbal, et ma façon de le clôturer, c'était de mettre une deadline et de me dire, j'automatise l'ensemble du processus de vente. À l'époque, si tu veux, ça fonctionnait beaucoup sur le lancement de formation, qui fonctionne d'ailleurs toujours très très bien. Mais il y avait cette époque d'automatisation, de funnel. Tu vois, il commençait à y avoir des plateformes qui te permettaient. Donc, entonnoirs de vente. Exactement, entonnoirs de vente. Et donc, j'ai tout automatisé. Et pour te dire, le décodeur a fonctionné pendant 6 années. On l'a arrêté il y a 2 mois de ça. D'accord. Tout simplement parce que, si tu veux, en termes de ressources pour faire tourner le truc de SAV, au fur et à mesure, le chiffre d'affaires diminue quand tu mets pas d'énergie dedans. Parce que tu crées pas de contenu? Non, depuis 6 ans, je créais plus rien. Ok, donc alors ça c'est très intéressant. Tu as vraiment laissé tomber le business complètement. À part, tu l'as automatisé en termes de processus de vente. Et de SAV derrière. Mais t'as arrêté complètement la création de contenu. Ouais, exactement. Tu voulais pas prendre un rédacteur ou? Non, après c'est un coup d'opportunité parce que quand je suis passé sur l'autre sujet, tu vois, c'est notre énergie en tant qu'entrepreneur, notre focus. T'as l'énergie, t'as le focus, t'as l'argent et t'as le temps. Après, tu l'investis là où tu prends le plus de plaisir, et puis là aussi sur l'entreprise qui te rapporte le plus, mais dans tous les cas, l'aventure d'après, rien que penser à lancer l'aventure du décodeur non verbal, si tu veux, je me disais, mais non, ça sert à rien. Enfin, je ne peux pas mettre d'énergie là-dedans parce que je voyais pas de futur pour cette entreprise-là. Et juste entretenir le truc, c'est ce que j'ai fait. On avait quelqu'un au SAV qui permettait de s'assurer que les clients soient toujours livrés. Ok, alors j'imagine juste le business model, donc parce que c'est la beauté d'un business basé sur un blog, c'est que tu as du trafic qui arrive en permanence, il y a une vraie inertie, ce qui est casse-pied au début parce que c'est long, mais ce qui est bien après, c'est que quand tu lâches la pédale d'accélérateur, ça met très longtemps avant d'arriver à 0, voire ça arrive jamais. Mon blog TechnoSmart, le dernier article, c'était publié en 2008, il a encore 2 à 3 000 visites par mois aujourd'hui. Non, c'est incroyable. Oui, c'est un asset. Oui, c'est un vrai asset, donc un actif, comme on dit. Pardon. Mais toi, on parle comme Vandame tous les deux, donc on se comprend, mais
Et donc tu as, comme tu as des leads, donc des gens qui s'inscrivent à la mailing list qui arrivent en permanence de manière automatique et gratuite, en fait, tu as juste besoin d'automatiser la séquence derrière quand les gens arrivent pour vendre automatiquement. Et donc, ça, c'est très intéressant que tu aies fait ça. Tu as eu quoi comme chiffre d'affaires sur les 6 dernières années alors de ton blog? Ça diminue, hein, je pense que sur c'est normal, vu que tu crées pas de contenu, le trafic finit par descendre. Dans son apogée, j'en parlais tout à l'heure, c'était 120 000. Je sais pas, sur la fin, on devait être à 20-30 000. Mais en faisant zéro effort. Ouais, mais du coup, il y avait quand même des coûts derrière. D'accord. Le gars qui gère le SAV. Ouais, et puis tu vois, zéro effort, on parle de SEO, c'est bien beau, mais les algorithmes ils changent quand même aussi. Donc tu vois, il faut quand même mettre encore les mains dans le cambouis pour de manière marginale. Je suis d'accord. Mais moi, disons que ça change moins que les algos de Facebook, Instagram et tout ça. Mais c'est vrai que ça change, oui. Ouais. Il faut mettre à jour un peu le contenu. Exactement. Et moi, j'avais pas l'énergie. Ça, tu voulais pas t'embêter avec ça? Non. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu es sur une activité et tu as l'impression d'avoir atteint une espèce de plafond, mais que tu vois pas le futur où cette activité, toi, tu es déjà parti ailleurs. Les entrepreneurs, on est comme ça. C'est même frustrant, quoi. Voilà. Quand tu embarques dans une Ferrari et puis que t'avais ta Clio avant. Je me rappelle quand j'ai commencé à cartonner sur le web, j'avais encore ma boîte de prestations informatiques. Quand j'allais chez les clients, je pétais un câble parce que je suis en train de perdre du temps. Alors qu'il y a mon business qui cartonne, qui m'attend, quoi. Ouais. Donc, il faut faire ce choix. Hein. C'est pas forcément évident. Faut des fois faire Moi, la meilleure façon que j'ai pu avoir pour tirer un trait sur des aventures passées, c'est d'extraire ce que j'avais appris. Et notamment sur le décodeur du non-verbal, j'ai extrait mon réseau, parce que j'avais développé un réseau d'entrepreneurs qui m'a servi pour l'aventure d'après. Une reconnaissance sur certaines thématiques comme l'automatisation, ce côté qui m'a servi à faire ce switch. Et puis après, le reste, ok, je vais automatiser. Je pense que j'avais terminé cette histoire-là. Et pour moi, c'est un peu ça, l'entrepreneuriat, c'est un peu des histoires sur lesquelles tu capitalises. Si tu arrives à extraire justement, qu'est-ce que tu peux apprendre de chaque histoire? Absolument, et tu peux tu peux utiliser en fait la fondation que tu as créée dans ton business d'avant comme propulsion pour aller plus vite. Ah ouais. C'est comme un mécanisme, tu es ingénieur, tu sais, avec des taquets, tu sais, qui font que tu peux plus... Et tu peux pas revenir en arrière. Tu peux pas revenir en arrière, exactement. Ah oui. Ouais. Exactement. Enfin, tu peux, mais disons que le risque est beaucoup plus faible, quoi. Et soit on gagne, soit on apprend. C'est pour ça que c'est aussi un truc qu'on enseigne, nous, avec nos membres, c'est que fais, et au pire, si tu gagnes pas, c'est ok, est-ce que tu auras appris et reproduit la même expérience avec l'apprentissage. Ça, pour moi, donc on est en 2016. Ouais. Là, tu prends conscience donc que l'entrepreneuriat, c'est plus pour toi. Ouais. Tu automatises tout à ce moment-là dans ton premier business? Ouais, c'était fin 2015. Du coup, Fin 2015. Et comment tu fais pour faire tes premières offres donc, tu te dis, je vais aider les gens. C'est quoi la promesse? Je vais aider les gens à structurer leur activité? En fait, la promesse, c'est une des valeurs qui était pas nourrie à l'époque, c'est de la valeur de communauté. Tu vois, on parlait du Strengths Finder, je dois en avoir 2 en stratégique, 1 en exécution et 2 en relationnel. Et en fait, malgré le fait d'avoir ce business en ligne, j'étais relativement seul, je me sentais seul. Et on parlait de salariat tout à l'heure, il y a quand même ce côté connexion que j'avais complètement perdu et je me rendais compte, au-delà des problématiques business, que la plupart des entrepreneurs aussi se sentaient seuls. C'est vrai. Et c'est toujours le cas, si tu veux, à mon sens, c'est un besoin qui, malgré toute la technologie qu'on peut avoir, doit être nourri par du physique, tu vois, passer des bons moments ensemble. Et donc, la démarche a été relativement simple, c'est que j'ai ouvert un groupe Facebook, alors oui, encore en ligne, où j'ai invité mes 40 potes entrepreneurs, avec qui j'avais pu interagir et leur dire, écoutez, moi j'ai juste partagé sur ce groupe Facebook ce que j'ai appris, mon expérience du décodeur du non-verbal. Si ça vous parle, venez, on échange là-dessus. Et ce groupe a été vraiment l'étincelle qui a lancé toute la suite. Donc, dans une démarche un peu comme le blogging de partage, sauf que c'était sur une autre plateforme, avec une approche un peu plus communautaire. Et je me rappelle avoir organisé des dîners, tu vois, avec les gens du groupe. Et au final, ce que je me suis rendu compte, c'était à titre gracieux, là. C'était pas un business. Ouais, alors chacun payait son repas à l'époque. Maintenant, c'est plus le cas, mais exactement, de partage. Et finalement, j'ai eu des demandes de coaching. Donc, c'est parti sur du coaching classique. En one-to-one? Ouais, en one-to-one. Pourtant, t'étais quand même dans un business model où c'est un peu l'antéchrist, quoi. C'est-à-dire que tu t'es censé ne pas changer ton temps contre de l'argent. Ouais, mais... Ça t'embêtait pas de démarrer par ça? Tu t'es dit, c'est un pied à l'étrier? Ouais, c'est un pied à l'étrier. Les marges n'étaient pas du tout les mêmes. Facturer du B2B business et du B2C, ma trésor, elle est montée d'un coup dans cette première année-là. Et 2, avec le recul... Tu facturais combien le coaching? Le mensuel, c'était 2000 par mois. Pourquoi aussi? C'était vraiment stratégique. On allait voir les funnels, tout ce qui était construit. Non, mais tu avais un certain nombre d'heures de... Je sais plus comment c'était peut-être un call par semaine. D'accord. Donc 1 heure par semaine, donc 4 heures? Ouais, quelque chose comme ça. Donc tu étais à 500 € de l'heure, grosso modo. À peu près. Après, je sais que je débordais, mais oui, j'étais mieux payé qu'un avocat. C'est d'ailleurs une remarque qu'on m'avait fait, mais en même temps, derrière... Et en fait, ce qui s'est passé quand je faisais ça, c'est que oui, c'était pas
Jean-Claude, sustainable en français, c'était pas viable sur le long terme. Et par contre, ça a eu des avantages. Un, c'est que j'ai pu commencer à avoir des patterns dans toutes les personnes avec qui je faisais du coaching. Donc des schémas récurrents. Non, mais qui m'ont énormément servi après à justement pouvoir, peu importe. Donc je travaillais essentiellement, maintenant ça change, mais avec des entrepreneurs qui ont cette expertise, qui veulent aussi digitaliser. L'étape après Blogueur Pro, on va dire. Et de voir qu'en fait, ils avaient tous les mêmes problématiques. Et juste de voir ça sous différents angles, ça te permet de voir des structures sur lesquelles en fait tu peux faire passer tout le monde par le même processus. Donc cet apprentissage en one-one m'a vraiment appris en fait des choses que moi j'avais déjà mis en place sur les codeurs non verbal, que du coup je voyais les mêmes schémas sur d'autres niches, et au bout d'un moment tu as l'impression d'avoir décodé la matrice. Oui. C'est vraiment ce qui s'est passé. Tu vois les tendances générales des problèmes des gens et tu sais que tu peux proposer une formation, un produit, un service qui adresse ça. Ce qui s'est passé derrière, ça c'est le premier enseignement. Et le deuxième enseignement... D'ailleurs, maintenant dans Blogueur Pro 2.0, tu n'avais pas dans la version que tu as eu toi, mais je recommande de faire du coaching au début, exactement pour ça, parce que c'est une excellente manière de faire une étude de marché, en plus en étant payé pour ça. Parce que tu es en contact direct avec les problèmes de la réalité du terrain. Exactement. Et je pense que c'est le moment où, c'est vrai qu'on essaie de dissocier l'argent qui est généré par la boîte du temps qu'on y passe. Mais dans les premiers mois, les premières années, franchement, il faut y aller, il faut prendre son téléphone. Mettre le couteau entre les dents. Ouais. Ça, c'est un objectif à moyen terme. Mais au début, je suis d'accord avec toi. Donc, donc tu absorbes tout ce savoir. Et ça, c'est le premier avantage. Le deuxième, c'est que je me rends compte que ce que je raconte à un tel, je pourrais le raconter à la deuxième personne que j'ai dans l'après-midi. Et surtout, je me dis, ces deux personnes-là, elles devraient trop parler entre elles. Et c'est là où commencent à émerger ces notions de connexion, de communauté et de professionnalisation en fait, de nos accompagnements à travers ce qu'on appelle un mastermind. De simplement mettre des personnes intelligentes. Donc, cerveau collectif. Cerveau collectif. De mettre des personnes qui sont intelligentes dans une même pièce et, j'aime bien dire, les rendre plus intelligents. L'idée, c'est pas d'être le plus intelligent d'une pièce, mais c'est vraiment que tout le monde, à travers ce cerveau collectif, avance. Et c'est là où j'ai eu ce déclic-là, en 2016-2017, justement, où j'arrête le one-one. J'arrête, c'est pas que j'arrête, c'est juste je transforme. J'ai certains clients, je leur ai dit, écoutez, là, je vais terminer cet accompagnement individualisé. Juillet, là, dans 2 mois, je lance le mastermind. Voici la promesse, voici le type de personne qui aura dedans. Est-ce que tu embarques ou tu n'embarques pas? Et en fait, aujourd'hui, on a 3 programmes d'accompagnement qui sont des masterminds dans lesquels tu as le contenu, parce que le contenu un petit peu classique, si tu veux, d'avancement de l'entreprise, de structuration, etc., c'est toujours le même, peu importe la boîte. Donc ça, c'est sous forme d'une formation en ligne? Ouais, tout est en ligne. Ouais. D'accord. Tout est digitalisé en ligne sur des plateformes. Tu as ce que j'appelle les 3 C. Contenu, coaching, communauté. Donc le contenu, digitalisé, asynchrone. Une fois que tu l'as tourné, il est là. Il est là. Et d'ailleurs, je l'avais tourné via des clients, via des immersions. Donc ça en plus, c'est vraiment hyper dans le setting, quoi. Exactement. Coaching. Donc c'est aussi comment tu remets les gens en action par rapport au contenu. Donc au démarrage, c'était moi. Maintenant, c'est plus moi qui le fais. Et troisième, c'est la communauté, qui est vraiment l'effet de levier, où derrière, quand tu mets les bonnes personnes qui ont les mêmes problématiques, faire des étincelles, tu as un effet de levier qui est juste énorme, notamment quand tu crées cet aspect. Et donc, j'ai le sentiment qu'on a développé une espèce de marque de fabrique comme ça autour du mastermind, de ces programmes 3C, qui aujourd'hui va nourrir à la fois les gens qui veulent travailler en asynchrone, donc ils font de la formation en ligne, mais s'ils ont besoin du petit côté humain, ils mettent le coaching dessus. Donc, tu vois, ça, c'est les 2 C. Et puis, s'ils ont vraiment cette envie de rassembler, fédérateur, et on le voit beaucoup dans nos communautés. Là, tu mets le 3e C, communauté, qui pour moi, fait un accompagnement le plus complet possible. Et d'ailleurs, Blogueur Pro, au démarrage, c'était que de la formation. Tu mettais du coaching. Et après, tu as un coaching collectif tous les mois. Ouais, exactement. Et puis après, tu as commencé à créer des petits groupes aussi. Puis après, il y a eu les événements aussi que tu as organisés. Donc, puis maintenant, il y a un groupe Facebook et tout ça. Et on va peut-être proposer de l'accompagnement plus individuel, mais ça, c'est pas le sujet. Non, c'est pas le sujet, mais ça peut aider tout le monde. Et donc aujourd'hui, c'est ton business principal. Donc tu t'as arrêté décodeur non verbal il y a 2 mois. C'est-à-dire j'ai juste coupé les pages de vente. Je l'avais déjà coupé depuis un moment. Non. Après, il y avait une certaine fierté de me dire, et je pense que je sais pas si c'était une côté égo, mais se dire, si j'enseigne quelque chose, je dois être en mesure de prouver que ça fonctionne. Oui. Et moi, et tu veux pas boucler, parce que moi, j'ai toujours évité de boucler. C'est-à-dire que je veux pas gagner de l'argent en expliquant comment je gagne de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Je veux toujours pouvoir m'appuyer sur un projet antérieur qui n'était pas ce que j'enseigne. Dans Blogueur Pro, je m'appuie sur mon premier lancement Agir et Réussir, qui était une formation complètement différente sur comment créer un business normal, physique, puisque c'était mon expérience. Et Agir et Réussir, c'était sur ton expérience d'entrepreneur de ma première entreprise, exactement. Voilà, parce que je trouve que c'est plus éthique et plus pertinent pour les gens. Et après, je pense qu'il faut être aussi clair que ce sont des aventures entrepreneuriales et que à un moment donné, il faut aussi pouvoir cutter des projets où après, quand on a une certaine traction sur le projet, c'est juste de même mettre quelqu'un qui le gère, tout simplement.
Mais la maturité du décodeur non verbal n'était pas assez avancée en termes de structuration, de process d'équipe pour me dire je peux me détacher complètement de ce projet-là pour créer le prochain. Je pense que c'est aussi ça, c'est un petit peu ce stade où on peut se dire ce business fonctionne, c'est une muse, et je peux passer à autre chose. Donc, alors, une muse, pour ceux qui ne connaissent pas, ça a été popularisé par Tim Ferriss dans le livre La semaine de 4 heures. Et c'est, en gros, une entreprise qui est complètement automatisée et qui vous permet de faire ce que vous voulez, boire des mojitos à la plage ou développer un autre business ou faire ce que vous voulez. Ouais. Là, c'est vrai que là, décodeur non verbal, c'était une muse complète. C'était une muse, exactement. Tu pourrais en faire un produit d'ailleurs. Comment avoir une muse? Je pourrais. Petite idée. Mais est-ce que ça serait sur mon Ikigai? Je suis pas sûr. Pas. Mais, d'ailleurs, on va revenir sur cet Ikigai sur lequel tu étais chaud. Mais d'abord, donc aujourd'hui, ton entreprise, c'est combien de personnes là? Vous êtes combien dans l'équipe? Une quinzaine de collaborateurs. Et tu peux partager ton chiffre d'affaires? Ouais, là on a terminé 1,5 million cette année. Donc tu as fait plus de fois 10 par rapport à décodeur du non-verbal. Ouais. Là, tu es motivé pour continuer à scaler comme ça. On en parlait un peu avant cette interview. Ouais. C'est quoi les projets pour... Dans 5 ans, t'es où en chiffre d'affaires? C'est même pas une question forcément de chiffre d'affaires, parce que aujourd'hui, on est tellement animé par ce que l'on fait, et finalement, ça représente, on doit avoir, sur tous les programmes, on doit avoir entre 80 et 100 membres, si tu veux. Et quand je me dis le besoin qu'on est en train de nourrir chez les entrepreneurs, on pourrait facilement en avoir x10 de ça. Donc après, est-ce que ça fait x10 en chiffre d'affaires? Ça, j'en sais rien. C'est pas forcément ce qui va nous guider, mais dans tous les cas, on est en mesure de pouvoir dupliquer. Et tiens, on est encore dans cette schéma on a réussi à mettre quelque chose, des process en place, des équipes en place, qui nous permettent de prendre cette capacité qu'on a développée et après la dupliquer pour la prochaine aventure. Donc là, on est dans la prochaine aventure, sauf que cette aventure-là du mastermind, elle existe, elle est structurée, et on va encore être là dans 25 ans sur ces sujets-là. C'est juste qu'on va commencer à étendre finalement notre offre et puis les personnes à qui on peut le proposer. Donc ça, si tu veux, c'est la suite, mais peut-être ce qui va pouvoir aider, et je le vois avec nos membres, c'est que la vision que je peux avoir de ce business-là, dans 25 ans, je sais que je ferai toujours la même chose. Et je pense que c'est clé, c'est qu'on peut pas s'imaginer faire un x10 ou ce que tu veux si derrière, intrinsèquement, t'es pas animé comme avec le feu sacré là-dessus. J'ai même une vision de la veille de ma mort, de me dire où est-ce que je vais être, comment je vais être entouré, comment ça va se passer. Et finalement, je me rends compte que c'est juste peut-être un x100 de ce que je fais aujourd'hui, en termes d'intensité, en termes de relations de qualité, en termes de plein de choses. Et je suis très très clair dessus. Est-ce que ça va changer d'ici là? Peut-être, mais mon avenir me plaît beaucoup parce que on parlait d'ikigai et on va peut-être pouvoir revenir. Je te sens impatient de revenir sur le sujet là. Ouais, on va peut-être revenir dessus, mais il y a ce concept aussi qu'on appelle de zone de génie qui est corrélé. Et quand tu disais est-ce que tu peux faire 10 heures, je sais plus de quoi, de sport ou 30 heures de sport de surf, voilà. Moi, je sais qu'il y a des choses sur lesquelles c'est ma zone de génie, c'est-à-dire que je fais ça toute la journée, voire même toute une semaine. Tu me mets, je t'en parlais tout à l'heure, avec une mind map à structurer des idées, ou tu me mets avec des entrepreneurs au sein d'un mastermind. Je peux faire ça tout le temps, jusqu'à minuit, 2h, 4h, et à 5h, 7h, être debout et renchaîner comme ça. Tu peux faire ça pendant combien de temps? Ça, j'en sais rien, mais parce que ça m'apporte beaucoup d'énergie. Alors que pour certaines personnes... Tu définis ta zone de génie comme du travail qui te donne de l'énergie. Exactement. Et ça, c'est la différence avec la zone d'excellence, où les autres te perçoivent comme excellent, sauf que si tu fais ça toute la journée, par exemple, moi, le copywriting, écrire, c'est quelque chose pour lequel je suis excellent, mais si je fais ça toute la journée, mon énergie, elle a baissé. Intéressant. Ouais. Donc le copywriting, c'est l'art d'écrire pour vendre, en fait, de créer du texte qui motive les gens à acheter ou à faire une action. Ouais, tout à fait. C'est intéressant, ça me rappelle un peu cette définition qui sépare les introvertis des extravertis. Tu la connais, qui est que les introvertis en fait rechargent leur batterie quand ils sont seuls, et les extravertis c'est l'inverse, ils rechargent leur batterie quand ils sont avec des gens. Et on peut avoir des introvertis qui sont pas du tout timides, qui sont très sociables, qui adorent aller dans les soirées, mais ils ont absolument besoin d'être tout seuls de temps en temps, sinon ils pètent des câbles. C'est mon cas. Et là, c'est très intéressant cette idée d'énergie. Donc tu es dans ta zone de génie quand ça te donne de l'énergie. Ok. Donc aujourd'hui, c'est... Et c'est ce que je vis aujourd'hui. Tu vois, quand je suis en mastermind avec des entrepreneurs, alors, je pense que je suis plus introverti qu'extraverti, mais je me recharge dans des petits groupes, des petits cocons, tu vois, ce genre de choses. Donc, c'est ce que j'ai créé. Et j'aime bien faire ça aussi quand on bouffe bien. Alors ça, c'est un truc que j'ai pas dit du tout. Mais pourquoi j'organisais des dîners, c'est que j'adore bien manger. Et finalement, le business model qu'on a aujourd'hui nous permet d'être dans des lieux toujours très inspirants, avec des gens inspirants et avec de la bouffe inspirante. C'est un petit aparté, mais je pense que c'est hyper important parce que... Non, mais il faut savoir joindre l'utile, les gars. Exactement, il faut que ton business model et la façon dont tu le livres viennent nourrir en fait qui tu es personnellement. Toi, c'est pas un équilibre pro-perso, c'est une intégration entre
ton pro perso, c'est Tony Robbins qui en parle. Et je pense très honnêtement que le business model aujourd'hui que l'on a, la façon dont on le délivre, est complètement intégré à qui je suis personnellement. Et puis c'est ça aussi l'avantage de se créer un business, c'est qu'on peut se créer sa propre réalité. Donc autant mettre des choses dedans qui nous plaisent. Il faut le faire, parce que je crois que des fois on s'autorise pas à le faire, par convention sociale, par j'en sais rien, mais si ça vient, s'il y a un potentiel économique vraiment développement business, il faut vraiment le faire, il faut vraiment s'autoriser à le faire. Nous, les membres qui ont le plus de succès, c'est ceux qui sont eux-mêmes, mais c'est non négociable, quoi. Donc, on a cette idée d'énergie dans la zone de génie, mais pour revenir à l'ikigai et cette notion de temps, tout à l'heure, ça t'a interpellé, puisque tu veux développer quelque chose par rapport à ça, peut-être? Je l'ai déjà développé. Ok, non, mais je sais pas, non, t'as parlé d'énergie plutôt que de temps, mais ok. Ouais, alors, énergie, si tu veux, c'est quelque chose sur lequel je suis intransigeant. Alors, dit comme ça, c'est assez bizarre, mais les membres avec qui on travaille, on les fait toujours passer par un processus de double fit. Il faut que nos programmes soient bons pour eux et que eux aussi soient bons pour nos programmes. Il y a un des critères majeurs, c'est est-ce qu'à la fin de cet appel, dans cet entretien, on a plus d'énergie qu'au démarrage de l'entretien. C'est intéressant ça. Et on base tout là-dessus, c'est-à-dire que tous nos membres, si c'est pas le cas, en fait, c'est mort. Ou c'est pas pour tout de suite. Quand on recrute les membres de l'équipe, c'est exactement la même chose. C'est un de nos critères et c'est même du coup une de nos valeurs cœur de boîte, qui est tout ça, on appelle core value en anglais. C'est de l'énergie dans chacune des interactions. Je peux te dire une chose, à la fin de cette interview, je vais avoir beaucoup plus d'énergie qu'au démarrage de l'interview. D'accord. Donc c'est pour moi, c'est un critère que je suis sur la bonne voie, quoi. Que je suis sur mon X ou je suis sur mon Ikigai. Un de tes mentors, c'est Dan Sullivan. Est-ce que c'est quelque chose qu'il partage ou Parce que je trouve ça intéressant, j'avais pas vu ça ailleurs. Tony Robbins parle pas mal d'énergie quand même. Mais tu te rappelles un peu? Je pourrais pas te dire d'où ça vient. Mais au final, quand tu regardes cette notion d'énergie, c'est l'intuition. Tu sais, quand tu veux écouter ton intuition, bah, généralement, quand ça va pas, c'est que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, ton énergie baisse. Et si tu veux, pour moi, c'est un critère qui est assez simple à suivre. Quand tu t'écoutes, tu dis est-ce que j'ai plus d'énergie ou non avec telle ou telle personne. Et maintenant, ça guide tous mes choix. Mais vraiment tous mes choix. Donc, quelqu'un qui t'aspire l'énergie. Ouais, si je sens que l'énergie va être... des fois, tu peux être coincé, mais tu vas pas reproduire l'expérience avec cette personne-là. Et on a dans l'équipe maintenant un bon détecteur à ça. Mais je pense que ça crée aussi de la valeur pour nos programmes, parce que quand il y a quelqu'un qui vient dans un mastermind, il sait que naturellement, ça va être un écosystème, parce que ça, c'est important dans la communauté. Quand tu te trouves dans un groupe et il suffit qu'il y ait une personne qui soit down, ça te flingue le groupe. Ah oui, absolument. C'est vraiment le verre dans la pomme. Hein. Et ben exactement. Ouais. Donc on essaie d'avoir des pommes bien mûres et pleines d'énergie. Et donc tu fais des appels en Zoom pour aussi voir le langage corporel. Tu utilises un petit peu ce... Ouais, je pense que maintenant c'est un peu inné. Enfin c'est un peu intuitif, mais rien que dans la voix déjà tu le sais. Hein. Tu le sais si ça va fitter ou pas d'un point de vue énergétique. Et tu dis qu'aujourd'hui, tu travailles toujours de 9h à 18h, tu as commencé l'interview comme ça, mais que ta zone de génie, c'est quand tu es dans les groupes en fait. Ouais. Donc du coup, ça veut dire que tu passes l'essentiel de ton temps hors de ta zone de génie ou qu'est-ce que tu fais pendant ce temps de 9h, 18h? Bah, écoute, il va y avoir de la stratégie. Et la stratégie, c'est quoi? C'est organiser des idées pour construire le futur. Ça t'excite? Carrément. Ouais, on le sent avec tes... Il y a ça, il y a partage du temps avec l'équipe. Mais comme l'équipe, même en énergie, je passe un super moment aussi, parce que c'est l'équipe qui implémente aussi la vision, la stratégie. Il va y avoir aussi des moments... alors, on fait beaucoup d'événements. Chaque mois, on a quasiment un événement... qui dure combien de temps? Ça de 1 jour à 3 jours. Dans lequel je suis dans ma zone de génie, parce que c'est de la livraison. De la livraison des programmes. C'est ton équipe qui s'occupe de toute la logistique, toi, t'as rien à faire. Ouais, moi, on va dire, je suis le programme designer. Je vais voir quelles sont les sessions, comment on va les articuler, ce genre de choses. Mais après, tout ce qui est événementiel, on a quelqu'un, Amandine, dans l'équipe qui chapeaute tout ça. Ouais. En gros, quand j'arrive, je dis c'est la blague, je suis Lady Gaga et je veux juste faire mon concert. Non, mais c'est la blague. Okay. Mais je veux juste faire mon concert et tout est organisé pour les membres. Et qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'autre? C'est me former énormément aussi. Passer du temps dans le marketing encore, mais finalement le marketing, est-ce que je fais tout? Non, je vais structurer le marketing. Et ouais, je fais un 9h 18h. Est-ce que tu te forces à faire ça ou tu te dis c'est important pour moi de faire du 9h 18h? Non, quand je dis 9h 18h, tu vois, je vais 3 fois par semaine à la salle de sport entre midi et 2. En fait, quand je dis 9h 18h, c'est ça qui est assez marrant, c'est que tu pourrais te dire, moi ma liberté, je la trouve dans la structure. Donc il faut quand même j'ai une structure. Surtout quand tu as des enfants et que toi, tu as un planning aussi personnel. Combien d'enfants aujourd'hui? J'ai 2 enfants Sacha a 3 ans et Zoé elle a 8 mois. Donc si tu veux, c'est des enfants en bas âge et tu es obligé de structurer ta vie perso, ta vie pro. Et ta femme, elle travaille? Ouais, et puis elle travaille limite plus que moi. Donc, elle adore aussi ce qu'elle fait. Mais, tu vois,
Donc du coup, on a des vies très actives, mais c'est vraiment ce que des fois, quand je parle de structure, surtout pour les gens qui sont dans la liberté, ils se disent « Ah, je veux pas de structure, mais pour moi, je trouve la liberté dans la structure. » Sans ça, en fait, ça serait le chaos. Parce que tu mets en place des structures qui sont libératrices. Pour moi, en tout cas, ouais. Et pour les... Mais donc le 9h-18h, tu trouves ça libérateur pour toi parce que ça t'enlève de la nécessité de réfléchir au temps que tu veux passer sur les tâches. Tu te dis au moins, il y a tout ce temps-là où je sais que je dois travailler et je vais me trouver des choses à faire. C'est pas, je trouve, il y a toujours des choses à faire. C'est quand il y a toujours des choses à faire, ouais. Il y a toujours des choses à faire, mais sur des choses qui sont importantes. Et tu vois, c'est un peu contradictoire par rapport au conseil phare de la semaine de 4 heures. Donc, je sais que tu partages pas forcément la philosophie de Solide, donc ça va être intéressant. Parce qu'un des conseils phares de la semaine de 4 heures, c'est de trouver des choses en dehors du travail qui te rendent impatient de fermer ton ordinateur, en fait. Moi, je suis enthousiaste à ouvrir l'ordinateur. Ok, donc c'est l'inverse. Ouais. Toi, t'as pas envie de fermer ton ordinateur. Mais du coup, Tim Ferriss dit, le problème de ça, c'est que c'est facile quand tu es devant ton ordinateur de toujours trouver des trucs à faire, même si c'est pas fondamentalement nécessaire. Et de tomber dans le travail pour le travail. Tu crois pas que ça peut être un piège? Peut-être. Après, je ferme mon ordinateur parce que je le laisse au bureau et chez moi, je l'ai pas. Ok. D'accord, tu l'as pas chez toi. Ouais. Donc, tu fais vraiment une distinction. Ouais. Parce qu'avant, je pouvais travailler vraiment, vraiment beaucoup. On en a Tu parlé. travailles pas le week-end, par exemple? Non. D'accord. Bah non. Donc, tu as vraiment une organisation semblable à celle d'un salarié, en fait. Ça, c'est drôle. Ouais. Enfin, drôle. C'est une structure comme une autre, mais en tout cas, elle me va bien. Et puis, je pense que quand tu as des enfants, tu es un peu obligé, tu vois, de t'adapter à des structures dans lesquelles ils évoluent. Je suis pas encore au stade où je vais créer une structure différente pour eux. Peut-être que quand ils vont grandir, ça sera le cas, mais pour l'instant, c'est une structure qui fonctionne bien. Mais tu as quand même l'impression que ton business est au service de ta vie. Ah bah oui, complètement. Ouais. Parce que tu fais ce qui te plaît. Bah oui, tu vois, par exemple, là, en avril, on va faire une rencontre avec le Mastermind 67. Pendant 3 jours, 2 jours et demi, on va travailler avec les membres. Et le week-end qui suit, tout le monde vient avec ses familles pour échanger. Parce que la valeur famille, pour moi, j'ai envie de la nourrir. Donc, Lauriane, ma femme, sera là, Sacha sera là, ma petite, elle sera chez les grands-parents, certainement. Et tout le monde vient avec sa famille, donc on sera, je sais pas, 80, 100, quelque chose comme ça. Waouh! Ça va être quoi, un barbecue géant? On verra, ça sera Pâques, donc ça sera peut-être la chasse aux œufs de Pâques. Bah ouais, mais... super. Non, mais pour moi, c'est vraiment l'intégration pro-perso. Et tu vois, c'est intéressant parce que juste avant cette interview, je te disais finalement, pourquoi je parle de rebelle intelligent? C'est que la société nous donne un package qui est préconçu. Et le rebelle bête et méchant, il va juste tout rejeter en bloc en disant nos futurs, nos society, et c'est pas très malin parce qu'il y a des trucs intéressants dans ce que propose la société. Ce qui fait que le rebelle intelligent est intelligent, c'est qu'il va choisir sélectivement les éléments dans la société qui lui correspondent et ceux qui lui correspondent pas. Et dans ces cas-là, il va inventer sa propre solution. Là, on voit que finalement, tu as étudié toi-même la structure, différentes structures, et que tu t'es rendu compte que finalement, le 9h-18h, ça te correspondait. Ouais, exactement. Ben, on en revient toi aussi à cette zone de génie, d'énergie. C'est en fait, je pense qu'il faut d'abord se connaître vachement soi-même pour après structurer son business autour de ça et s'autoriser à le faire. Et soit on l'apprend un peu à ses dépens, je pense qu'on l'apprend à ses dépens en tâtonnant. Hein. Ou soit des fois on le trouve très rapidement, et tant mieux. Mais le risque, c'est effectivement d'appliquer des... Tu vois, je vais faire juste une petite aparté on a besoin de se former pour être entrepreneur. Enfin, c'est soit en permanence. C'est clair. Et il y a des structures que notre mentor va nous enseigner, qui vont fonctionner. Mais j'invite aussi à rejeter certaines choses si c'est pas en adéquation avec, de manière énergétique, ce que l'on a envie de faire. Donc, trier le bon grain de livret ou d'être le bon sceptique, on peut reprendre la méditation que tu veux, faut tester. Puis après, juste garder ce qui fonctionne très très bien. Donc là, je pense avoir trouvé un très très bon équilibre sur la façon dont moi je fonctionne, dont j'aime fonctionner. Mais ouais. Tu prends combien de semaines de vacances par an? Je sais pas si j'en prends beaucoup, je pense que je vais en prendre plus dans les années qui vont arriver. D'accord. Mais je sais pas, je dirais vraiment, pour moi une semaine de vacances c'est vraiment off. Je dirais je prends 1 mois au total. 1 mois, ouais. Mais là tu consultes pas tes mails. Non. D'accord, c'est vraiment off. On parlait de mon mentor Dan Sullivan, il a un concept qui s'appelle les Free Days où lui il appelle ça les jours de rejuvenation. Alors en français, je sais pas si ça se dit. Ressourcement. Ouais. Tu vois, en français, je l'ai jamais eu. Ressourcer, je l'ai jamais eu. Mais c'est aussi important que les jours de travail. Donc moi, je suis plus en mode, dans ma journée, je vais avoir une journée où, par exemple, je vais aller faire 2 heures à la salle de sport, qui pour moi est un moment où je vais me ressourcer. Très bizarre, je suis à Paris et j'ai 1 heure de métro. Et tu te dis, mais pourquoi tu prends 1 heure de métro? Parce que c'est dans mon système où c'est pendant une demi-heure, je vais écouter du podcast, je vais lire du livre. Et c'est pas du temps perdu. Et c'est pas du temps perdu. Et au contraire, si je l'ai pas, parce que à un moment donné, là, on est dans les bureaux, mais j'étais retourné chez moi là pendant la période de Covid. J'ai perdu cette ressource et ce pilote automatique de lire et de faire le podcast. Et j'ai vraiment senti, quelques semaines, quelques mois, que j'avais pas la même créativité, j'avais plus ce truc stratégique. Donc, en fait, je me mets dans un système. Je viens au bureau, j'ai la salle de sport à côté, j'ai le métro, et parce que je sais que c'est sain pour moi. Mais t'es un peu comme un chat en fait.
Je sais pas, Ouais, peut-être. T'as eu des chats à la maison ou pas? Chez ma grand-mère, il y en avait, mais... Parce que les chats, c'est ça, tu vois, ils sont très attachés à leur routine, mais ils ont leur routine qui les rend heureux, quoi. Ils sont ouais. toujours Moi, je suis un chat. tranquilles, sans stress. Ouais, je suis un chat. Et si tu perturbes un peu la routine, ils sont perdus. Ouais, justement, pour moi, les vacances, je vais te donner une anecdote. Mhm. Donc, pour moi, les non négociables, c'est d'aller 3 fois à la salle de sport par semaine. Parce que je sais que si je le fais pas, il y a pas mal de choses qui s'effondrent derrière ou qui s'effritent. C'est important pour tes performances physiques et psychologiques. Ouais, physique, bien-être, etc. Tu fais quoi, de la muscu? Ouais, je vais à la salle. Et puis, T'es un coach, j'ai été coaché, donc maintenant j'ai des bonnes habitudes. Mais Je je pourrais avoir un fais coach. pareil. Je pourrais avoir un coach. Mais dans ma routine, c'est pareil. Mon programme, c'est très routinier. L'objectif, c'est juste de progresser de séance en séance. Tu vois. C'est pas devenir bodybuilder ni rien, mais dans ça, je m'épanouis et je me sens progresser. Et à tel point que, pour la petite anecdote, le cadeau de Noël de ma femme cette année, puisque c'était une semaine de vacances, c'était de m'offrir 3 moments dans la semaine où je puisse aller à ma salle de sport pendant les vacances, sachant qu'il y a les enfants à gérer. D'accord. Et pour moi, c'était le plus beau cadeau du monde. Ah, c'est vrai? Ouais, parce que ça respectait ma routine et justement, ça venait nourrir ce besoin Ah, c'est intéressant. de chat. Et j'ai fait waouh, génial. Alors quand je raconte ça, ça peut paraître complètement bizarre, mais au moins. C'est comme ça que tu fonctionnes. Ouais, c'est comme ça que je fonctionne. Ouais. Est-ce que ça explique aussi pourquoi tu restes en France? Je dis ça parce que beaucoup d'infopreneurs qui font plus d'1 million s'en vont. Ouais. Pour différentes raisons, notamment fiscales. Tu penses que c'est ça aussi, tu as besoin de la routine parisienne, d'un cadre que tu connais bien Ouais, je pense qu'il y a le côté, c'est possible qu'un jour on parte, j'en sais rien, mais ça remettrait en cause tellement d'habitudes familiales, professionnelles, etc. Qui te nourrissent aujourd'hui. Qui me nourrissent aujourd'hui, qu'il faudrait vraiment se poser, étudier la question pour tu vois, changer ça. Et peut-être, mais en tout cas, c'est pas du tout une priorité ou un focus en ce moment. Ouais. Et donc pourquoi tu restes en France alors? Pour plein de choses. Encore une fois, là, cette structure que j'ai, peut-être que je pourrais la trouver ailleurs. La famille qui est proche. Et tu n'as pas besoin de partir finalement. Pas du tout. Ouais. Non. Et puis surtout, je pars tous les mois avec nos masterminds. Mais c'est en France. Ouais, mais la France, elle est riche déjà. Ouais. C'est vrai. Tu vois, exemple, c'est moi, un très beau prendre pays. 10 heures d'avion, je trouve que c'est du temps de perdu. Alors oui, je pourrais écouter ce genre de choses. Mais Mais tu rigoles. C'est 10 jours de métro, tu vas pouvoir y aller à fond en oui, podcast. très bien, mais je sais par exemple que dès que Je te challenge un peu là, mais. Ouais, non, mais moi, je vais te rechallenger là-dessus sur les habitudes. Mhm. C'est hyper compliqué de bien manger quand tu es en voyage, c'est hyper compliqué de faire ton sport, c'est hyper compliqué, tu vois. Donc C'est moi, vrai. le voyage, ça s'anticipe avant, après, pour rester dans la routine. À chaque fois, j'ai cassé des routines qui sont serviables, c'est dès que j'ai eu un changement d'habitude, dont le voyage. Qui t'ont desservi. Exactement, ouais. Et après, c'est toujours une cause. On va revenir à la notion d'énergie. Un petit peu d'inattendu quand même parfois, où t'as vraiment besoin. Ouais, non, je crois pas. Ouais, ok. C'est intéressant justement, tu vois, de trouver cette force dans la structure. Hein, y en a qui disent boring is beautiful, donc ce qui est ennuyeux est beau. Tu es d'accord avec ça? Pour moi, c'est pas ennuyeux, donc ça peut être perçu comme ennuyeux. Ouais, bien sûr. Mais ouais. Non, parce que quand les gens qui disent boring is beautiful, ils disent ça en fait. Finalement, il y a de la beauté dans l'ennui parce que justement, t'as tout ce cadre que ça te donne. On sait aussi que plus tu prends des décisions et moins tu es performant dans la prise de décision, même si c'est des décisions banales. Donc quand tu as un truc comme ça, tu as des rails qui te guident, ça peut être intéressant. Moi, c'est vrai que c'est pas trop mon style, je suis plutôt un aigle qu'un, je sais pas comment on pourrait... Qu'un chat, quoi, du coup, ouais. Mais c'est intéressant, justement, de voir... Après, le boring... Parce qu'on a à la fois des points communs et aussi des points où vraiment on n'a pas du tout la même approche. Ouais, mais sur lequel on s'entend. Oui, absolument. On se comprend. Ouais, et c'est enrichissant, justement. Ouais. Mais quand tu vois, genre, quand je te dis, je lis énormément de podcasts, mon côté qui pourrait être boring de celle du structuré, j'ai un échappatoire énorme à travers ces mentors que je lis, que j'écoute. Donc ma créativité, elle est sollicitée tout le temps. J'ai le cerveau qui fuse. Mais c'est plus intellectuel que expérientiel peut-être, tu vois. C'est-à-dire de voyager, de découvrir des nouvelles cultures, que j'aime bien. Mais ça, c'est intéressant justement pour tous les gens qui nous regardent et qui sont pas forcément aigles ou aimeraient en être un mais peuvent pas parce qu'ils doivent taper leur boulot et le mettre au boulot dodo. Voilà, là tu leur donnes des pistes pour utiliser ça de la meilleure manière. Ça peut être une force si vous l'utilisez bien, en fait. Et aujourd'hui, parlons un peu de ton équipe. Donc là, on est dans tes bureaux. C'est pas vraiment tes bureaux. On est dans une salle qui a été réservée, dans un espace de coworking, où tu loues un bureau, qui est, je sais pas, il fait quoi, 20 mètres carrés, moins? Peut-être moins, 15. Qui est assez allongé. Et tu as une équipe, tu as dit tout à l'heure, de 15 personnes, hein, c'est ça? Donc, en gros, il n'y a pas... les bureaux, c'est plus symbolique qu'autre chose, j'ai l'impression. Tu me dis si je me trompe, hein. La raison, il y a plusieurs raisons. Alors, on est 15 collaborateurs, mais en temps plein, ça fait 7-8 personnes. Ils sont tous à Paris? Non, justement, on n'est que 2 à Paris. Ah oui, ok. Troisième personne qui va arriver. Les autres sont en France ou? France, à l'étranger. Tous des Français ou francophones. On a aussi des Suisses dans l'équipe. Hein. Et donc, on travaille de manière asynchrone depuis déjà très longtemps. D'accord. Donc, on a notre structuration, et d'ailleurs, c'est ce qu'on enseigne. Donc, tu n'as pas d'horaire de bureau?
Non, il n'y a pas d'horaire du bureau. Après, on a des pulsations avec l'équipe qui sont très cadrées, si tu veux, dans la semaine. Mais au-delà de ça, on a des gens, enfin, notamment par Mélanie, qui est coach chez nous, qui est au Mexique, tu vois. Mais ça ne l'empêche pas de servir nos clients en tant que coach sur l'après-midi. Et c'est donc très très bien, parce que du coup, ça offre aussi une plage horaire pour nos membres qui n'est pas le matin. Donc c'est toujours enrichissant, même faire des calls le soir. Mais pourquoi les bureaux? D'une part, c'est que dans la vision que l'on a de la boîte, on va avoir de plus en plus de monde aussi, je pense, sur place. Et tu l'as vu, c'est hyper lumineux, c'est hyper inspirant. On a vu Sacré-Cœur, etc. Moi, je sais que ça me stimule, en fait. Donc, c'est pour venir avoir une demi-heure de métro. Mais moi, à Paris, je pourrais faire ça n'importe où. 2, c'est dans ma vision de boîte. C'est qu'il y a 3 ans, quand j'ai fait cette vision-là, je voyais un bureau comme ça, hyper lumineux. Parce que je pense que j'ai souffert de travailler dans des endroits un peu plus sombres. Et je pense que... C'est un peu le problème à Paris. Ouais. C'est facile de se retrouver dans des endroits sombres. Mais tous les jours, de venir, et puis bon, t'as vu mon setup, j'ai un écran énorme et tout ça. Moi, j'ai besoin, tu vois, d'avoir un écran énorme pour mettre 3 écrans dessus pour pouvoir bosser. On dirait un cockpit d'avion, mais si j'étais juste avec mon laptop, j'ai mon laptop aussi. Ouais, je suis un peu geek aussi sur les bords. Ah, mais ça, je te comprends. Donc, il y a de ça. Ça fait plaisir d'avoir du bon matos. Ouais. C'est comme un boulanger. Si tu veux faire du bon pain, il faut un bon four, quoi. Absolument. Absolument, la métaphore, elle était juste, elle était pétée. Mais non, mais voilà, il faut des bons outils. Il faut des bons outils, exactement. Ouais. Et ça rend le plaisir du travail encore exactement, plus. Ouais. Et puis, ça me permet aussi de couper avec la maison, quoi. Donc voilà. Et ce qui est assez bizarre, c'est pas bizarre, mais maintenant, parce qu'on a quand même du monde qui vient dans le bureau pour faire des entretiens sur deux choses, il y a un petit côté belle marque employeur, qui est un vrai sujet quand tu veux structurer ton équipe, attirer des talents, etc. Où, le fait d'avoir une présence physique contribue à la crédibilité de la marque et aussi de se dire. Ouais. Pour recruter. Ouais, pour recruter. Ça joue. J'ai discuté avec la boîte avec qui on travaille sur les finances, qui ont eux pris un coworking à Concorde. Et l'intérêt, c'est pour que les talents, jeunes notamment talents, aient un point central à Paris, dans un bel endroit. Ce qui fait que c'est hyper attirant par rapport à une autre boîte, si tu veux, qui le ferait pas. Mais si dans ton cas, les gens sont pas à Paris, du coup, c'est pas... Non. Mais bon, ça, c'est maintenant. D'accord. Ça va grossir. Mais c'est assez paradoxal d'avoir des bureaux sans horaire de bureau, finalement. Ouais, tout dépend de pourquoi tu as le bureau. Mais d'accord, quand tu recrutes, tu cherches pas forcément à avoir des gens proches physiquement, c'est pas un critère. Moi, je te dis, j'ai une équipe là, on est quasiment 30 maintenant, ils sont dans le monde entier et ça nous intéresse pas trop de savoir où ils sont en fait. Okay. Tant qu'ils ont une bonne connexion Internet, c'est intéressant, on n'a jamais eu de bureau. Ouais. Donc, et encore une fois, une approche différente, mais ça fonctionne. Ouais. Et je pense que ça doit refléter aussi la personnalité de... Et pour toi, c'est aussi pour séparer vraiment concrètement le perso du pro, tu bosses jamais à la maison? Très rarement. Très rarement. Très rarement. Ok. Ouais. À la maison, tu t'occupes de tes enfants et tu profites de ta femme. Bah ouais. Et donc là, juste avant, dans le déjeuner, avant l'interview, tu m'as dit un truc qui m'a vraiment surpris. C'est que tu m'as dit, toutes les réunions, on les fait en anglais. Et même les communications aussi, c'est ça, dans l'équipe alors qu'aujourd'hui, il n'y a que des francophones, on est d'accord. Donc là, vraiment, je t'avoue, je suis vraiment surpris. Pourquoi? Mais pourquoi, oui. Vas-y, partage-nous. C'est une découverte et d'une part, c'était une obligation, après une découverte et après, on s'est dit qu'on avait fait le bon choix. D'accord. D'abord, l'obligation, c'est qu'on a travaillé avec un Américain pendant 2 années qui parlait qu'anglais. Et moi, je parle anglais tout le temps, j'écoute en anglais. Donc, si tu veux, ça paraissait naturel. Et ça s'est un peu imposé dans la structuration de la boîte de tout faire en anglais, les meetings. Ça t'a pas bloqué que le gars parlait pas français quand tu l'as recruté? Non, parce que moi, je parlais déjà anglais dans ma tête tout seul avec... D'accord. Non, mais je raisonne en anglais et tu te rends compte que la langue du travail, quand même, l'anglais est hyper efficace. Oui, je suis d'accord. Ouais. On pense pas de la même manière qu'on pense en anglais. Il y a certaines choses qui sont plus efficientes. Ouais. C'est vrai. Donc ça a joué et c'est parti de là. Et on voit que des fois, tu as des mots qui t'arrivent en anglais. D'abord, comme moi. Parce qu'il y a des mots... D'ailleurs, parfois, on n'arrivait pas à trouver les traductions. C'est plus pertinent en anglais qu'en français. En fait. Ouais, sans aller dans le Jean-Claude Van Damme, ça c'est sûr. Mais après, bon, c'est juste une réalité. Et je sais que nos confrères québécois font vraiment attention à pas mettre de l'anglais dessus. Donc ça, c'est marrant. Des fois, je parle plus anglais qu'eux. Coucou à nos amis québécois. Ouais. Et ça, c'est une première chose. Mais après aussi, on s'est dit dans la vision de la boîte, bon, c'est plus moi qui me le suis dit, c'est que on va tout structurer en anglais. Parce qu'à un moment donné, ce qu'on fait là sur le marché francophone, quand on sera amené, je ne sais pas dans quelle année, à le déployer à l'international, on aura déjà fait tout ce travail de faire les choses en anglais. Donc, tu veux, ce ne sera pas une routine, ce ne sera pas un changement, même dans l'équipe qui sera en place pour accueillir la future équipe. Là, je suis en train de terminer le livre de Daniel Butler, qui est l'ex-CEO de Captain Train,
Donc, il a écrit un bouquin en 2021 sur comment scaler son entreprise pour l'exit, donc pour la revendre. Et un de ses conseils clés que j'ai relu, c'est faites direct tout en anglais. Parce que ça évite de réinventer la roue. Il suffit d'ouvrir un autre pays, que ce soit la Hongrie, que ce soit les Netherlands. Tu vas le faire en anglais. Donc, et je pense que ça coûte pas plus de faire et de tout penser en anglais. Alors peut-être pas forcément les réunions d'équipe, mais tout au moins toute la structuration, les process, etc., la documentation. Parce qu'à un moment donné, si on a des ambitions, il faudra la traduire. Donc ça, c'est un premier point, mais que j'ai découvert après. Et ensuite, ça, c'est quelque chose que je n'avais pas vu venir. Et je fais juste une parenthèse, mais c'est un inconvénient majeur de notre domaine. C'est que si jamais tu vends des produits physiques comme des chaussures ou des vêtements, que tu vendes en Italie, en Espagne ou aux États-Unis, c'est le même produit. Tandis que nous, il faut qu'on traduise tout, en fait, puisque on fait du contenu essentiellement. Et c'est un frein majeur pour l'expansion à l'international. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais c'est aussi un frein pour nos concurrents qui sont en d'autres langues. Donc, ouais. Et ça, c'est un frein dans le développement business. Mais je pense qu'à un moment donné, quand tu es prêt pour l'internationalisation, c'est cool qu'en interne, tu as déjà la structuration business. Tu vois. Moi, je parle vraiment du back-office, de comment tu pilotes le business. Et un deuxième gros avantage que je n'avais pas vu venir, mais qui est clé, c'est que dans nos recrutements, prendre un francophone qui a une vraie appétence pour l'anglais, qui est hyper à l'aise en anglais, j'ai remarqué que c'était des profils qui étaient beaucoup plus avancés, ou tout au moins qui c'était agréable de travailler. Parce que je pense que quand on est français et qu'on a soit une expérience à l'étranger qui nous a permis d'apprendre l'anglais, ou soit de manière un peu curieuse, on a envie d'apprendre, ça montre une caractéristique que nous, on recherche chez les membres de l'équipe. Curiosité, apprentissage, etc. Et donc, voilà, très clairement, tous les membres de l'équipe parlent anglais. Et tu vas pas me dire qu'il n'y a pas des fois quand même où bien sûr. Il y a une tentation de parler en français bien sûr, parce que c'est plus simple. Bien sûr, ça arrive, mais tu verrais notre Slack. C'est que de l'anglais. Ouais, 75% c'est de l'anglais. C'est dingue. Okay. Même moi, je fais pas gaffe, j'écris en anglais, quoi, tout le temps. Mais parce que c'est une façon de fonctionner. Alors, je sais pas s'il y a aucun anglophone dans votre équipe aujourd'hui natif, je veux dire, c'est fou quand même. Ouais, exactement. Enfin, aucun non francophone. Quoi. Ouais. Et donc, tu as prévu de faire quoi? Alors, ce sera quoi le premier pays à l'international ou la première langue? Je sais rien, c'est encore. D'accord, c'est un projet. Je sais qu'on y arrivera. Ouais. Et après, c'est toujours pareil dans le développement business, tu as certaines étapes. C'est pas que c'est une mauvaise idée, c'est juste une séquence en fait. Donc dans la séquence, c'est pas encore là, je pense d'ici 3 ans. Ouais. Et alors ça va, tu te sens bien de faire une interview en français? T'as pas la petite goutte là qui. Non. Ok. Non. Donc du coup, tu as démarré comme infopreneur, mais est-ce que tu te définis toujours comme infopreneur aujourd'hui? Non. Je pense qu'en fait, il y a différentes étapes et tu peux le corréler au chiffre d'affaires de la boîte, mais quand on est infopreneur, moi la façon dont je l'ai vécu, donc c'est une projection personnelle, c'est que tu es plus artisan. Mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que tu fais tout, tu fais à la fois le commercial, tu fais à la fois le bon pain, etc. T'es l'homme orchestre. T'es l'homme orchestre, exactement. Et puis à un moment donné, si tu veux développer la boîte, tu dois changer de statut, tu dois changer d'identité. Et si tu restes coincé avec l'identité de l'infopreneur, tu pourras, parce que tout est une histoire de mindset et d'identité. Tu dois d'abord changer d'identité avant de mettre en place les bonnes croyances qui vont derrière te faire mettre les bonnes choses en place. Donc après, c'est genre juste être entrepreneur. C'est pas du tout la même chose. Infopreneur, entrepreneur. Déjà, dis à quelqu'un, un kidam, je suis infopreneur, il va te regarder, il va faire quoi? Ou je suis blogueur. Je suis entrepreneur. Et déjà, je suis entrepreneur, tout le monde le comprend. Et là, et ça, c'est une première chose. Mais entrepreneur, il va avoir son équipe, petite équipe. Et après, tu as le stade d'après, c'est chef d'entreprise. Moi, quand je fais passer les membres d'entrepreneur à chef d'entreprise, tu vas juste dans la posture. Ah ouais, je suis chef d'entreprise. Ok. Ça peut être un petit peu sérieux, mais en vrai, derrière, tu associes inconsciemment des responsabilités, des façons de faire, t'es plus structurer en position de chef d'orchestre. Exactement. Comme chef d'entreprise, chef d'orchestre. Exactement. Et ça, tu peux corréler ça à des développements de chiffre d'affaires de boîte. Puis après, tu as la notion d'investisseur. T'es plus chef d'entreprise, t'es investisseur. Donc un investisseur, est-ce qu'il va piloter son business? Non. Il va mettre des DG dans les boîtes. Mais ça, il y a certaines personnes qui naissent directement avec la bonne identité. Ça va très vite. Puis il y a d'autres personnes qui, comme moi, tu vois, on va dire, si j'ai mes 5 étapes, j'ai salarié, artisan, entrepreneur, chef d'entreprise. Et puis là, je suis en train de toucher ce côté investisseur, de me dire, tu vois, dans la façon dont j'opère le business, encore une fois. Je suis très peu dans l'opérationnel maintenant. Donc pour toi, vraiment, tu associes infopreneur à être l'artisan, en fait. Ouais, mais dans le sens noble du terme. Oui, j'ai bien compris. Mais ok, moi, je vois plus l'infopreneuriat, enfin, être infopreneur comme le fait d'avoir un business qui aide les gens avec le contenu. Ouais. Oui, de prendre l'information. Notamment, la différence par rapport à l'influenceur, c'est que l'influenceur, il divertit avec son contenu. Mais du coup, tu peux aider avec ton contenu sans être l'artisan dans la boîte, tu vois. Donc en fait, tu pourrais. Mais bon, après, on va pas couper les cheveux en 4, mais. Non, mais tu pourrais dire, je suis artisan avec la spécialité infopreneur, je suis artisan avec la spécialité influenceur, et puis après, tu vois, tu gravis l'échelle comme ça. Mais ton métier aujourd'hui, c'est quand même d'utiliser du contenu, tu l'as dit, mais c'est vrai qu'il y a du coaching aussi. Mais normalement, tout ça gravite autour du métier d'infopreneur. Puis c'est en train de changer. Là, je te dis, on fait des masterminds. Franchement, on a développé des compétences événementielles
qui vont nous servir pour la suite. Donc quand j'ai démarré il y a 12 ans, est-ce que j'étais dans l'événementiel? Non, pas du tout. Mais au final, je me rends compte que c'est la valeur, une des grosses valeurs de ce qu'on fait dans la boîte. D'organiser ces communautés, de les livrer et de faire en sorte qu'ils aient une belle expérience. Pour gérer ton équipe comme ça, sans horaire de bureau, tu utilises quel logiciel ou quel système? Alors, je pense que les outils viennent surtout d'une structure qu'on utilise, qui est Traction, de Gino Wickman. Je ne sais pas si tu es sensible à ce qu'on appelle les systèmes opérationnels de boîte. Non. Tu en as 3 ou 4 sur le marché. Tu as Gazelle, tu as Traction, tu as Holacracy, puis tu en as un autre que j'ai découvert récemment qui s'appelle Organizational Physics. Mais l'idée, c'est juste de se dire, je mets un système pour piloter la boîte. Et ce système comprend comment je mets mes process, comment je structure mes équipes, comment la communication des équipes. C'est vraiment du plug and play, quoi. Comme ton téléphone, ton iPhone, il a un système derrière qui fait tourner l'iPhone avec les applications. Ben, en gros, c'est de plugger ça. Donc nous, on utilise Traction. Et donc du coup, ça implique qu'il y ait des outils qui permettent de mettre en place ce système-là. Donc de manière assez classique, on va faire la gestion de projet sur Asana. Comme moi. Ouais. La communication d'équipe sur Slack. Ok, moi j'évite. Ouais, bah, c'est intéressant de voir. Parce que je trouve que ça encourage trop les conversations en temps réel. Ouais, ok. Mais je veux pas de ça. Sauf que nous, par exemple, on a Slack n'est pas pour gérer les tâches. Donc tu vois, dans Slack, c'est pour discuter du coup. Pour discuter ou pour un truc très particulier. Mais très souvent, quand c'est un truc qu'on peut pas répondre en 30 secondes, dans Slack, il y a un petit plugin qui crée une tâche sur Asana. Donc de manière asynchrone, on peut le changer. D'accord. Bon, et du coup, pourquoi pas aller directement sur Asana? Oui, on peut faire tout. Mais après, il y a quand même des trucs, nous, dans l'événementiel, tu vas pas faire ça dans Asana, quoi. Quand tu as des trucs à gérer en live, par exemple. Okay. On a aussi, par exemple, des retours d'informations. Quand nos coachs font un coaching, il y a des automatisations qui arrivent dans Slack qui envoient le résumé de qu'est-ce qui a été discuté dans le coaching. Donc, tu vois, c'est plus pour de l'information d'équipe. Puis ça crée aussi une ambiance. Bon. En tout cas, ça fonctionne très, très bien. Et puis, on a un triptyque. Après, c'est toute la suite Google Drive qui nous permet d'avoir toute cette documentation ou d'avoir ces fichiers qui ne vivent pas, si tu veux. Dans Asana, ça vit. C'est du projet, ça avance. Donc là, tu as les procédures écrites. Ouais, les procédures, les Google Sheets. Dans Google Doc, ok. Ouais, exactement. Et donc ça, c'est structuré. Ça, c'est les 3 outils qu'on utilise de manière, on va dire, c'est un peu le triptyque, quoi, pour nous. Et après, on en a d'autres. Après, je peux, non, mais c'est intéressant. Dérouler. Donc, on a 2 piliers similaires. Donc, Asana, on a le même logiciel. Ouais. Moi, je mets plutôt des fichiers Word, Excel sur un Sync qui est un Dropbox, mais sécurisé. Le reproche que je fais à Google Sheet, Docs, etc., c'est qu'en fait, Google a accès à l'ensemble du contenu. Puisque c'est pas chiffré de bout en bout. Ce qui pose problème s'ils se font hacker, ce qui pose problème pour des questions de surveillance, etc., etc. Mais bon. Chacun sa sensibilité là-dessus. Exactement. Moi, c'était aussi un de mes métiers, la sécurité informatique. Donc voilà. Et aujourd'hui, tu es content de ce système, c'est efficace pour ton entreprise. Ouais, c'est hyper efficace. On va même gérer nos meetings, par exemple, TIAC, mais tous nos agendas de meetings, c'est-à-dire les topics qu'on va discuter, sont dans Asana sous forme de tâches. C'est-à-dire que quand tu discutes, et à un moment donné, ça va être quelqu'un qui va prendre la tâche, tu as juste à la signer dedans. Donc tu transformes un item d'un agenda en tâche qui va être effectuée par le collaborateur, quoi. Donc tu perds pas d'informations. Tu as pris l'abonnement payant d'Asana parce que moi j'ai toujours pas compris quand est-ce que je dois leur envoyer de l'argent en fait. Donc, si, ouais. Ok. Tu vois une plus-value par rapport à la version gratuite? Je pourrais pas dire, c'est pas moi qui gère ça. D'accord. Mais dans tous les cas, parce qu'il y a tellement de choses déjà dans la version gratuite. Moi, ça fait 6 ans que j'utilise Asana et. Ouais. Après peut-être que il faut savoir l'exploiter au maximum. Je sais que on l'exploite très 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 bien. Après, c'est pas moi qui ai mis ça en place, donc. T'as pris un spécialiste de ça? Ouais, à l'époque, Derek, donc qui était l'américain dont je parlais tout à l'heure, c'est un fan de ça. Ah, d'accord. Donc forcément, il y a des choses qui ont été implémentées et structurées qui maintenant font partie de la cadence dans la boîte. Comment tu trouves les talents en général? Tu les cherches sur Malte, par exemple? On sait que c'est une place de marché. Non, c'est beaucoup le réseau. Donc ça, c'est une des façons de faire. Je suis en connexion avec énormément de gens. Mais après, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, les talents, en fait, ils cherchent pas de job, ils sont déjà en poste. Donc là, en ce moment, c'est pas que j'ai une approche agressive, mais c'est que quand j'ai des profils que je cible bien et que je peux identifier, que ce soit sur LinkedIn ou autre, je leur fais la Steve Jobs, tu vois. Je vais aller En fait, ce qui est assez intéressant, c'est, je t'en parlais tout à l'heure, c'est qu'il y a des profils un peu plus seniors qui ont cette expertise, cette expérience. Entre 35 et 40, c'est assez marrant, il y a un sweet spot où t'as bien bossé 15 ans, 20 ans pour une boîte, tu te poses et tu dis, est-ce que ça a vraiment du sens ce que je fais? Oui, souvent non. Et c'est le moment où il faut aller les chercher et les débaucher parce que tu leur fais la Steve Jobs, comme il a fait avec Scully, il a été voir chez Pepsi. Est-ce que le CEO de Pepsi à l'époque. Exactement. Ouais. Et il a dit, bon, ça, je sais pas s'il a vraiment dit, mais c'est ce que l'histoire dit. Il a vraiment dit, ouais.
Ouais, est-ce que tu veux vendre de l'eau gazeuse toute ta vie? Ouais. Ou venir avec nous et changer le monde? Ça calme. Bah, c'est le pitch que j'ai aujourd'hui sur les postes qui sont assez importants. Parce que il y a on a une tellement bonne de mission. cadres, comme tu dis, Ouais. qui sont compétents, mais qui sont complètement en perte de sens. Il y en a beaucoup parmi mes élèves. Hein. Ouais. Bah oui. C'est même un de mes avatars principaux. Bah oui. Ils ont besoin de. Alors, soit ils montent leur boîte. Ils veulent se lancer, enfin, ils veulent se reconvertir, quoi. Ouais. Et avoir un projet qui, effectivement, est plus proche de leurs valeurs. Mais tout le monde n'est pas entrepreneur. Ah non, absolument. Et donc, Oui, du coup, oui. il y a des intrapreneurs, par contre. Absolument, Donc, ouais. dans une belle structure avec du sens, etc. Moi, c'est notre approche, là, là-dessus. Et t'es content jusque-là des Ouais. résultats. Ouais, exactement. Non, mais c'est une très très bonne approche. En tout cas, moi, l'enseignement de ce que j'ai pu comprendre pour structurer l'équipe et qui a beaucoup shifté, le premier, c'est que je veux dans la boîte des personnes qui soient seniors sur le papier, c'est qu'on ait une vraie expérience plutôt que de les former. Donc, chaque personne qui arrive à des postes particuliers, en gros, je dois être allumé ou le membre de l'équipe qui est son manager doit être allumé parce qu'on n'est pas là pour enseigner ce qu'il doit faire. Les personnes viennent pour nous enseigner ce qu'on doit faire. Donc ça, c'est un premier shift. Et ensuite, le deuxième shift, c'est que les gens que tu vas avoir dans son équipe, ils sont déjà en poste. Ok. Voilà. Et si tu mêles déjà ces deux trucs-là, tu as de fortes chances que tu es quelqu'un... Donc, tu passes par des chasseurs de tête. Là, on est en train de travailler avec quelqu'un justement qui va nous aider à recruter. Ouais. Waouh. Donc, c'est pas encore le cas. Ok. Bah ouais, mais c'est l'art de la guerre à un moment donné quand on arrive à... C'est team, quoi. Surtout dans un écosystème. Alors, nous, on n'est pas... Je pourrais pas dire qu'on est dans l'écosystème start-up, levée de fonds, etc. Mais toutes les discussions que je peux avoir avec ces chefs d'entreprise, t'as des levées de fonds, t'as beaucoup de capital en France, et donc du coup, t'as des salaires qui sont boostés pour certains postes, alors surtout dans la tech, que ce soit, tu vois, les CTO ou les développeurs, etc., qui ont des salaires de fou, et donc c'est un peu biaisé. Donc si tu veux, c'est vraiment la recherche des profils et des talents. Donc nous, dans notre domaine, ça va, on arrive à s'en sortir, mais il faut vraiment faire, comment dire, le recrutement et garder aussi ces talents. C'est les sujets sur lesquels on bosse à fond, là. Mm-hmm. Je pense que t'as pas ce souci là parce que ce que je vois, c'est que tu gardes vraiment tes collaborateurs pendant très longtemps. Ouais, donc, non, on a un turnover qui est extrêmement faible dans l'entreprise et je Ouais. pense que c'est en grande partie parce que déjà on leur propose des conditions qui font rêver beaucoup de salariés. Pas d'horaire de bureau, pas de bureau, tu peux vivre où tu veux dans le monde, bien tu payé. peux être en voyage, c'est bien payé et en plus tu bosses dans un projet quand même Mais oui. inspirant où tu vois clairement que ça aide des gens à être plus libres et que ça aide des gens à aider des gens. Puisque bon, moi j'ai des personnes comme toi, tu vois, à développer des business et tout ça, donc ça fait vraiment effet ricochet. Donc ouais, j'ai un turnover quasiment de zéro en fait. Ouais. Non mais C'est tu peux être fier de ça. Oui, j'en suis très content. Ouais. Et ça fait aussi partie. C'est un ingrédient important dans un business au service de ta vie parce que si tu dois gérer un turnover en permanence, c'est compliqué quand même d'avoir une boîte qui bosse pour toi, quoi. Exactement. Donc ouais, je suis content d'avoir ça et je l'ai naturellement grâce à la structure que j'ai adoptée. Je pense que là, tu as coché plein. On parlait juste petit aparté là dans un des nos masterminds la semaine dernière de la belle marque employeur. Tu vois les différents critères qui font qu'une belle marque attire les talents, garde les talents, et tu coches plein de trucs. Les valeurs, quand ils adhèrent aux valeurs, là, ils restent chez toi. La mission, le salaire, les conditions de travail, etc. Ça coche quand même pas mal de trucs pour pas mal de gens. Et tu vois, tout à l'heure, tu parlais du fait que l'anglais, ça filtre automatiquement. Ben moi, c'est pareil. Cette structure, elle n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens, s'ils n'ont pas un bureau où aller tous les jours, ils vont péter un câble parce qu'ils ont besoin d'une structure, justement. Donc là, automatiquement, ça attire des gens qui sont autonomes, débrouillards. D'ailleurs, quand je te dis qu'il y a à peu près 30 personnes dans l'équipe, c'est pas à temps complet. Hein. Mais il y a que des freelances. On n'a aucun salarié. Zéro. Et ça a été comme ça depuis le début, en fait. Donc je crois pas qu'on a eu un seul salarié. J'ai peut-être eu mon bras droit qui a été salarié pendant 6 mois avant que je parte de Londres à Dubaï, mais bref, c'était anecdotique. Enfin, je sais plus pourquoi on a fait ça, mais bref. Donc voilà, c'était vraiment des organisations différentes. Et là, c'est intéressant parce que il n'y a pas beaucoup d'infopreneurs qui font le pivot comme ça, enfin la transition plutôt, vers un vrai business. Enfin, comme on l'enseigne un peu. Enfin, tu vois, où là, t'es vraiment parti là-dedans, quoi. Je vais aller débaucher des cadres. C'est passionnant. Ouais, c'est passionnant. Ouais. Bah, c'est toujours, tu vois, ça vient nourrir ce que je disais en début d'interview, ce côté apprentissage, etc. Puis quand tu as une vision et que tu te rends compte après c'est quoi tous les obstacles de cette vision, tu te rends compte que tu dois passer par ces étapes-là, qui font peut-être un peu plus corporate, mais après on peut réinventer les choses. Ça n'a pas besoin d'être, tu vois, aseptisé comme on pourrait le voir dans des boîtes, tu vois, quand on dit recrutement, HR, ressources humaines. Oui, on en a besoin. Mais on peut le faire aussi à notre façon, et c'est ce qu'on essaie de faire. Ça doit être un vrai atout aussi, c'est ça. Les petites entreprises, on est beaucoup moins corporate, on n'a pas un langage aseptisé, on est plus humain, plus vrai, plus proche de la réalité. Ça plaît aussi. Il y a moins de politiquement correct et de politique tout court. Ouais. T'es d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça, et je discutais encore ce matin de nos fiches de poste. Nos fiches de poste, en fait, tu les regarderas, elles sont très structurées.
Mais là encore, il y a un profil qu'on recrute cette semaine. On parle de Gollum dedans, tu vois, et de l'anneau. Parce que le succès client est précieux, petite blague précieux. T'as ça direct dans l'introduction. Les personnes pour qui pas sans humour, c'est mort. Elle va partir, et tant mieux. Puis quelqu'un qui va se dire c'est marrant, ils ont un peu d'humour, tiens, je vais continuer. Bah, ça filtre. Ça filtre. Alors c'est pas que de l'humour dans ce que l'on fait, mais au moins on assume qui on est. C'est ça, c'est assumer qui on est en fait. Vous cherchez plutôt les gens qui voudraient bosser chez Apple que chez IBM, quoi. Ouais, je pense, ouais, c'est ça. Et question, tu vois, que je trouve intéressante. Est-ce que tu regardes le diplôme des gens que t'embauches ou non? Ça, parce que voilà, t'as la réponse. Voilà, okay. Non, c'est pas un critère. Non, les critères ils sont assez simples. C'est les valeurs. Donc, est-ce que nos valeurs, nous on a 5 valeurs qui sont core value, donc qui définissent notre ADN de boîte. Donc voir s'il y a une adéquation, parce que même si la personne est hyper compétente dans le rôle, si les valeurs s'éloignent, au bout d'un moment, la relation va s'effriter et ça fonctionnera pas. Voir aussi quelle est la vision du collaborateur, rien qu'à un an, tu vois. Est-ce que sa vision personnelle de ce qu'elle souhaite accomplir est en adéquation avec le poste qu'on lui propose? Parce que tout pareil, si au bout d'un an, on voit déjà qu'on est complètement sur 2 planètes différentes, ça sert à rien d'investir dans la relation de démarrage. Puis après, effectivement, les compétences. Et moi, j'aime beaucoup cette phrase qui est de travailler avec des gens avec qui on a déjà travaillé. Et en vrai, là, j'ai 2 personnes qui arrivent dans l'équipe, c'est des gens avec qui j'ai déjà travaillé quand j'étais étudiant. Ah, d'accord. Mais ça veut pas dire que, aussi, s'il y a quelqu'un que je ne connais pas qui vient travailler avec nous, on va toujours faire un test pour savoir si on peut travailler ensemble. Parce que, donc, tu veux dire un test quoi? Un mois? Ouais, un test. Tu vois, là, on a quelqu'un qui va venir qui va devenir la plume de la boîte. Bah, je peux te dire qu'on a fait des tests. Donc là, on est encore dans le processus de recrutement. On a 3 profils. Bah, on a fait des tests. Déjà, ok, ce que tu écris, publies par rapport à la voix, tout ça, le ton de Romain, c'est bon, quoi. Maintenant, on va vérifier les valeurs, on va vérifier la vision dans un an. Mais sur le papier, tu sais faire le job et tu le fais très bien. Tu es excellent dans ce que tu fais. Tu vas nous enseigner des trucs. Mais ça, si tu fais pas le test avant, tu peux pas savoir. Donc, sur profil similaire, quand même, c'est important de. Donc, combien de temps dure le test? Je sais pas. Là, par exemple, pour ce profil-là, c'était une de mes vidéos qui allait sortir dans 2 semaines. Voici une vidéo, et puis là, je te donne quelques critères, un peu, mais avec une marge de créativité et de liberté aussi, parce que je veux pas non plus formater les gens. Et je veux voir ce que tu nous envoies, en fait, tout simplement. Oui, moi aussi, j'ai mis le test au cœur de mon recrutement, et clairement, le diplôme, c'est pas du tout un facteur. Non, le diplôme, c'est vrai que je regarde pas du tout. Non, c'est clair. Mais il y a énormément d'entrepreneurs à qui je parle qui me disent exactement la même chose. C'est quand même intéressant. Parce que beaucoup de gens sont quand même persuadés qu'un diplôme, c'est important, etc. Mais j'ai l'impression que c'est de moins en moins regardé par les recruteurs. Alors, c'est peut-être pas vrai dans le monde corporate, je sais pas. Mais en tout cas, dans les milieux plus agiles, de petites boîtes et tout ça, c'est les tests qui font tout. Ce que tu veux, c'est en anglais, je dirais output, mais qu'est-ce que la personne peut sortir, comme produire, résultat, etc. Et moi, je m'en fous du diplôme, quoi. Tu vois, Non, puis on a des exemples de gens qui, voilà, soit n'ont pas de diplôme, soit en ont eu, voilà. et qui sont formés par eux-mêmes dans tous les cas. Ouais, moi, ce que j'ai vraiment cherché, c'est la curiosité. Est-ce que si t'as une problématique, est-ce que tu sais pas faire, ok, mais est-ce que tu auras le réflexe d'aller chercher par toi-même la solution et d'essayer? Tu vois, c'est plus le côté ressources. Est-ce que tu as des ressources en interne pour aller chercher les solutions toi-même? C'est vachement plus intéressant, si tu veux, c'est comme l'histoire du pêcheur ou de donner un poisson. Exactement. Ou d'apprendre à quelqu'un à pêcher. Exactement. Donc non, pas de diplôme. Pas de diplôme, intéressant. Tu nous en as déjà parlé en saupoudrant un petit peu tout au long de l'interview, mais quelles sont tes croyances qui sont différentes de celles de la majorité? Est-ce que tu t'en as identifiées? C'est tellement intégré. Ouais. Mais à travers le reflet, il y a des choses que tu m'aurais posé la question entre il y a 10 ans et aujourd'hui, je peux te dire qu'il y a des choses qui ont fondamentalement changé. Peut-être des croyances qui est autour de la perfection, de l'imperfection. Maintenant, je pars vraiment du principe qu'on construit l'avion en volant, tu vois. C'est genre, on fait les choses, fait mieux que parfait, etc. Parce que maintenant, j'ai compris que quand on crée quelque chose, soit on gagne, soit on apprend. Et pour moi, c'est clé. Et on l'enseigne. Et je pense que ça, avant, il fallait que ce soit parfait. Donc, qui dit parfait, dit procrastination, dit finalement, on fait rien. Donc, tu tombais dans le perfectionnisme à outrance parfois. Ouais, ça peut toucher beaucoup d'entrepreneurs. Bah ouais, je pense que c'est le syndrome du bon élève aussi, tu vois. Mais au final, maintenant, j'assume complètement de faire des erreurs et voire même, on a cette culture dans l'entreprise tu connais Ryan Holiday, comment c'est son bouquin, The Obstacle is the Way, donc l'obstacle est le chemin. Je peux prononcer en français. Oui, l'obstacle est le chemin. Je sais pas comment ça a été traduit, mais j'adore cet auteur, mais j'ai pas lu ce livre en particulier. Ok. Bon, c'est assez intéressant.
je vais pas refaire le pitch, mais nous, on l'a modélisé sur the feedback is the way. Donc, une de nos valeurs, c'est justement de faire les choses et de récupérer le maximum de feedback pour itérer. Donc, on a des processus d'itération complets. Donc, je suis complètement OK de lancer des trucs qui sont complètement en dehors de la zone de confort, de prévenir les membres que c'est la première fois qu'on le fait. Mais vous avez l'opportunité, d'être ces bêta, toujours pareil, testeurs. Et nous, par contre, on itère le feedback. On itère énormément sur chaque chose qu'on va faire. On a un process à la fin de chaque projet qui s'appelle le feedback loop, donc la boucle de feedback. On va se poser 4 questions. La première, c'est qu'est-ce qui était OK, qui a bien marché, parce que des fois, c'est intéressant aussi de pas oublier ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a pas fonctionné. Si je devais recommencer ce projet, qu'est-ce que je ferais différemment? Intéressant. Et ça, c'est hyper clé parce que du coup, ça nous met dans un état d'esprit de je vais reproduire le projet. Combien de fois l'entrepreneur va créer un truc mais va jamais capitaliser sur ce qu'il a fait? Blogueur Pro, tu vois, chaque année, tu le lances. Donc, tu fais ce feedback. Et après, c'est de se dire, OK, quelles sont les 3 à 4 actions que je vais mettre en place pour la prochaine fois? L'idée, c'est pas d'implémenter tout, mais c'est d'avoir cette démarche progressive d'amélioration continue. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas du tout avant. Mais maintenant, ça fait vraiment partie de la culture d'entreprise et on prend le feedback de l'équipe, on prend le feedback des membres. Donc, à chaque fois, en fait, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? J'en sais rien. Je vais demander, je vais prendre le feedback et on va construire à partir du feedback, quoi. Donc ça, c'est voilà. Tu parlais des croyances, c'est une des choses qu'on a vraiment mis en place. Donc fait plutôt que parfait et vraiment aller chercher le feedback. Ouais. D'ailleurs, tu me disais juste avant le début de l'interview que on parlait d'une cliente à toi qui t'envoie beaucoup de feedback et que tu prends ça gracieusement et que tu utilises vraiment. Ouais, parce que l'ego des fois te dit. Oui, absolument. Putain, c'est pas bien ce que j'ai fait. Et franchement, maintenant, je suis tellement bulletproof là-dessus. J'ai tellement pris de choses, des fois des choses. Ça a toujours des choses qui m'ont servi en fait. Comment tu as fait pour travailler sur ton ego pour pas qu'il t'empêche d'être à l'écoute du feedback? Je sais pas, c'est le développement personnel, c'est la maturité, j'en sais rien. Et puis juste de comprendre que quand quelqu'un te fait un feedback, c'est pas qu'il te veut du mal, au contraire, c'est qu'il te donne du temps, de l'énergie pour améliorer les choses. Et en fait, c'est dans leur propre intérêt. Moi, j'ai un de mes membres que j'adore, il me donne toujours plein de feedback, mais il me dit, je te le dis parce que je sais que l'année prochaine, tu vas mettre ça en place. Donc, tu vois. Ils te font confiance là-dessus, ouais. Ouais, bah oui. Après, moi, ça fait partie vraiment de notre culture. Après, tu veux pas tout mettre en place non plus. Non. Après, derrière, ça nous donne, c'est ce qu'on appelle des backlogs, tu vois, dans l'industrie tech où tu as plein d'idées pour développer le produit. Après, c'est juste de le hiérarchiser en fonction de certaines priorités. On passe, nous, par un filtre. Est-ce que c'est vital? Nice to have? Ou neither. En gros, c'est est-ce que c'est vital? On peut l'avoir ou aucun des deux. Donc si c'est aucun des deux, souvent c'est des fausses bonnes idées. Et à partir de ce qui est vital, on essaie de restructurer. On fait beaucoup de versions de nos programmes, à minima chaque année. C'est se dire, on a capitalisé sur toute cette année, qu'est-ce qu'on a appris et comment on va faire une nouvelle version à partir de ça. Et après aussi dans les budgets alloués, parce que souvent c'est facile de rajouter des choses. C'est aussi des fois très compliqué d'enlever des choses, mais des fois il faut mieux enlever certaines choses pour plus d'efficacité. C'est difficile de renoncer à quelque chose que tu as prévu. Ouais, mais quand c'est confronté et que ça n'a pas marché, je suis complètement OK pour l'enlever, tu vois. Okay. Donc c'est plus une démarche de test and learn. Voilà. Tu vois d'autres croyances que tu as et que la majorité des gens n'ont pas? Déjà ces deux-là, c'est vraiment pas mal. Peut-être une troisième croyance, et je la rabâche pas mal à nos membres, c'est qu'il n'y a pas d'objectif trop ambitieux, il y a juste des deadlines trop ambitieuses. Intéressant. Donc tu vois, c'est toujours la vision, tu prends un Elon Musk ou j'en sais rien moi, à Dubaï, les Émirats Arabes Unis, ils ont des visions sur plusieurs générations. C'est des visions pharaoniques. Tu sais que Dubaï a comme ambition de créer une ville sur Mars d'ici 2117. Ok. Et parce qu'en ils vont y arriver. En 2017, ils ont dit dans 100 ans, on va avoir une ville sur Mars. Il n'y a pas ça dans les pays démocratiques, malheureusement. Ça manque un peu de vision à long terme. Parce que c'est short-termiste, mais eux, tu vois, ils ont le capital pour le faire. Ils voient ça sur plusieurs générations. Ils ont le savoir-faire de créer un truc dans le désert à partir de rien. Et c'est ça. Donc, ils ont aussi le passé, l'expérience qui permet de faire ça. Nous, on a, je trouve, moins ça en France. Je sais pas. Peut-être qu'on a un historique aussi, un passé qui est relativement lourd, qui nous empêche aussi de voir le futur. Absolument. Et ça joue. Et donc, je pense que quand on est entrepreneur, ce qui vient alimenter, c'est la vision dans un premier lieu, c'est de voir plus grand, x10, plus fort. Et après, de ne pas se dire, je fais ça dans 6 mois ou dans 1 an. Parce que c'est juste, en fait, on est en train de tuer dans l'œuf une vision. Mais c'est juste de se laisser le temps de devenir bon, voire même excellent dans ce que l'on fait pour pouvoir mettre en place la vision. Donc, quand je te partage que j'ai ma vision la veille de mon décès, ou même dans 25 ans, je sais ce qu'on fera encore, j'imagine de faire ça dans 25 ans. Mais ça se trouve, dans 10 ans, on l'aura déjà fait, tu vois. Mais parce que j'ai 25 ans, j'ai le temps. C'est 100 trimestres, tu vois. Donc, 100 trimestres, t'as le temps d'en mettre des projets trimestriels. Donc, tu veux dire que tu veux être ambitieux sans te mettre trop de pression non plus? Ouais, j'ai aucune pression. Si on fait pas ça ce trimestre-là, c'est pas grave, on fera le prochain.
Et souvent, c'est de se Donc, c'est le fixer temps long, alors. Ouais, c'est le temps long. Et je trouve tu que du bâtis coup, des la vie cathédrales. ralentit quand tu vis comme ça. T'es pas, je sais pas, dans la deadline, oui, on a des deadlines, c'est important d'en avoir pour faire avancer le truc, mais on a le temps. Alors, c'est intéressant que de mixer ça avec le côté on construit l'avion en volant, parce que dans l'avion en volant, on peut se dire justement il y a une sorte d'urgence, tu vois, un sentiment d'urgence Mais qui il est faut. intrinsèque. Si on procrastine. Alors, comment tu mixes le sentiment d'urgence avec la non-pression sur les objectifs à long terme? Bah, il faut savoir les décomposer, les objectifs. Peut-être Parce que là, du coup, t'as pas la même énergie sur la vision à long terme que sur la vision à court terme. Ouais, c'est possible. Après, tu peux avoir en fait, quand tu as une vision à long terme, tu peux avoir l'énergie, mais concrètement, si tu vois pas les choses se manifester au quotidien, bah, tu peux vite perdre la vision. Tu vois, on les connaît, ces séminaires flamboyants où tu vas faire la vision, et t'es comme ça, et t'es chaud, et puis après, tu te retrouves chez toi tout seul le lendemain, et tu te mates Netflix. et tu te mates Netflix, toi, t'es pas dedans. Ouais. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que 90 jours ou le trimestre, c'est la période qui est suffisamment longue pour l'être humain de se fixer des objectifs qui sont ambitieux, en dehors de zone de confort, et un temps suffisamment long pour pouvoir mettre en place les choses. C'est d'ailleurs pour ça que nous, nos masterminds ou nos groupes, on se voit tous les trimestres. C'est là où on va réinitier la vision, est-ce qu'on reconnecte et tout ça. Donc moi, j'ai des visions à 25 ans qui est ramené sur 3 ans. Et sur 3 ans, c'est des choses assez concrètes qui peuvent entrer dans des projets trimestriels. Et donc, on fait tout nous en trimestriel. Nos objectifs, c'est toujours trimestriel, parce qu'on va faire des choses. Tu vois, là, on a lancé un podcast qui s'appelle Structure le dernier trimestre, là, en Q4 2021. Bah, lancer un podcast, ok, c'est dans notre vision à 25 ans, ça va nous servir, ça va être un vrai actif. Mais bah, c'est un projet trimestriel pour le lancer, parce que si tu veux le lancer en 2 semaines, c'est pas assez. Si tu te dis que je vais faire 1 an pour le faire, bah, tu prends un temps trop long, tu risques d'oublier le projet. Donc je pense que c'est, en tout cas pour moi, pour les membres de l'équipe et puis pour nos membres des programmes, tout décomposé en trimestriel, ça fonctionne très 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 bien. Pour être à la fois ambitieux et en même temps se laisser suffisamment de temps pour faire les choses. Et ça, c'est quelque chose que vous faites en réunion, en équipe. Ouais. D'accord. Ouais, on a des des meetings, du coup. On a des meetings. T'as des meetings. Ouais. Est-ce que je peux encore te parler? Une structure, ouais, une structure. Ouais, c'est une structure. Ok. Donc et ça, tu vois, bon, quand on fixe, on appelle ça des rocks. Et ça vient de la méthodologie Traction dont je parlais D'accord. tout à l'heure, ces objectifs trimestriels. Donc que les gens peuvent apprendre en lisant un bouquin. Ouais, puis c'est surtout en appliquant, c'est toujours la même chose. Ouais, Hein, toujours parce pareil. que ce genre de choses, tu vois, ces structures, je pense, on a bien 2 ans à être bien rodé là-dessus. Donc faut pas non plus se dire, je lis le bouquin, je mets en place ça tout de suite. Non, c'est pareil, on crée des habitudes. Autant on crée des habitudes serviables pour l'être humain, autant le business, il faut aussi qu'il se laisse le temps de créer des habitudes pour que ça devienne automatique. Donc on a les croyances que tu as qui sont différentes. Est-ce que tu as des actions que tu fais régulièrement dans ta vie perso? Parce que la pro, on en a déjà parlé, qui sont pas très courantes en fait. Alors, je sais pas, dans notre écosystème, peut-être que c'est normal. Oui, mais on va dire par rapport à la population générale. Donc, tu as déjà dit, tu vas 3 fois par semaine à la gym, et ça, c'est vraiment, tu peux Non pas sacrifier négociable. ça. Voilà, c'est non négociable. Ouais. C'est quoi? C'est 3 fois 1 heure? Ouais, grosso modo, ouais, c'est ça. Ouais, donc, tu fais, C'est mon minimum. Les bras, t'as différentes zones du corps, t'as les jambes, t'as les pecs, et puis dos, C'est ça. et puis les bras bas comme moi. Ouais. Mais, tu vois, pas plus. Et puis, l'idée, c'est d'être juste bien, en fait, de sentir bien en énergie. Et si je le fais pas, je sais que c'est un fondamental on est des athlètes de haut niveau en tant que chef d'entreprise. Donc, il faut prendre soin de soi. Ok, à part ça? À part ça, gratitude à max. Donc, en fait, chaque journée, j'utilise une application qui est le 5 Minute Journal, qui est en papier, qui est en application. Moi, Que je recommande d'ailleurs. Ouais. toutes mes applications sont sur l'iPhone parce que c'est le seul outil que j'utilise tout le temps. Lecture à fond. Mais la gratitude, je fais comme toi. Hein. Ouais. Et est-ce que tu apprends aussi à la fin de la journée? Parce que c'est intéressant, c'est de se dire, ok, c'est toujours cette histoire de feedback, c'est qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire aujourd'hui que je n'ai pas fait? Bah écoute, je l'ai fait pendant un certain temps. J'ai trouvé que ça m'apportait pas tant que ça en fait. Okay. Donc je l'ai zappé. Je vais peut-être le refaire un de ces 4 quoi. Mais ok, donc ouais, tu fais ça aussi. Mais donc, vraiment tous les jours. Tu fais un minute journal en fait, ouais. Ouais. C'est 3 choses pour lesquelles tu as de la gratitude, la chose que tu aurais pu améliorer, et puis les 3 actions que tu veux faire aujourd'hui qui vont faire cette journée une belle journée. Ouais. Exactement. Et donc tu as dit, J'enlève 3 objets de chez moi chaque jour. Ah bon? Ouais. Bah dis donc, au bout d'un moment t'as plus rien. Ouais, bah c'est ça l'idée. Mais donc ça veut dire que tu achètes plus vite que t'en enlèves? Alors là, quand t'as plus d'objets, c'est j'enlève 3 photos de mon téléphone. Mais l'idée, c'est vraiment Intéressant. tu es un peu comme Marie Kondo. Je sais que 2 fois par an, d'habitude, je rentrais de vacances. Je passais bien une semaine parce que t'accumules des trucs chez toi. Mais toi, Mais c'est clair. les objets, c'est de l'énergie. Absolument. Et Bah c'est marrant, là tu vois, on a beaucoup de points communs là-dessus, parce que c'est quasiment pareil. D'ailleurs, tes bouquins, tu les as virés.
Ah oui, quand j'ai déménagé de Lille à Londres, j'avais 25 cartons, dont 17 de livres. Donc j'ai tout donné à Laurent Boyal, que tu connais, qui est aussi un élève blogueur pro. Et j'ai tout racheté sur le Kindle en fait. Et ça m'ennuie quand je dois. Là, j'ai voulu acheter 2 livres, ils n'étaient pas sur le Kindle, j'ai pété un câble. J'ai dû les acheter en papier parce que je veux vraiment les lire et ça m'a vraiment saoulé. Et toutes mes possessions pourraient tenir dans un coffre de voiture, à part mes guitares, parce que les guitares ça prend de la place. À part mon saxophone, donc voilà. Tu joues du saxophone? Ok, intéressant. Ah tiens, tu vois, là on est vraiment proche là-dessus. Ok, quoi d'autre? Donc et ça je pense c'est une croyance qui d'enlever les objets de chez moi, j'avais une petite astuce, c'était de mettre des petits post-it dessus. Et si au bout d'un an le post-it était encore là, c'est que l'objet en avait vraiment pas besoin. Et les objets des enfants, ça fait partie de ces... ça pour moi c'est un challenge. Hein. D'accord. Ouais. Bon. Avec les enfants qui ramènent, est-ce que ta femme est minimaliste aussi ou pas? Non, c'est pareil. Donc il y a des objets qui finissent dans des boîtes, qui finissent à la cave, qui sont pas jetés. Mais moi, j'ai aucun souci, même si on m'offre quelque chose, par exemple, si ça apporte pas de valeur énergétique, à les jeter ou à les donner, etc. Ouais, moi, je demande qu'on donne plus de cadeaux, en fait. Ouais. Moi, ce que je demande, c'est que les gens fassent une donation à une association caritative que j'ai nommée. Ouais. C'est génial. Je prends note. Ouais. C'est mieux, c'est une belle énergie à donner, justement. Ça dépend comment on reçoit les cadeaux, tu vois. Ou alors, je veux une expérience, tu vois. Pareil. Je préfère m'acheter des expériences que des... Voilà, ou un truc... Où tu vois que la personne a investi du temps pour faire un truc particulier. Ok, quoi d'autre? Et quoi d'autre comme habitude? La lecture, podcast. Ouais. Tu médites? Non, ça c'est un truc sur lequel... faudrait que tu t'y mettes. Faudrait. Rien que le mot faudrait, pour moi ça fait baisser mon énergie. Tu devrais tester. Je devrais être bon sceptique. Et j'ai déjà testé. Ah d'accord. Mais j'ai pas forcément accroché. Intéressant. Mais une bonne habitude, c'est que je me fais livrer mes plats le midi. Tu es libre de tester à nouveau? Oui, tout à fait. Alimentation, je me fais livrer des plats tous les midis. Ok. Sauf quand je déjeune avec toi. Midi. Ce qui est pas ton but. Mais si je me fais livrer tous les lundis matins mes repas du midi. Donc si tu veux, ça me déplugue le fait de qu'est-ce que je vais manger. Ça s'appelle Season. Ah d'accord. Et ça te les livre pour la semaine. Donc j'essaie vraiment de processiser ça. Ça peut paraître extrême. Et puis... Tu sais, moi je mange qu'au restaurant. Ok. Mais ça fait depuis 2015 que je me fais plus à manger. J'ai décidé de déléguer à l'univers. Okay. Et c'est beaucoup plus facile de manger sainement quand tu as... mais en fait, tu te mets sur pilote automatique. Je pense que c'est ça, moi, toutes les habitudes que j'essaye de faire, c'est de ne pas avoir à réfléchir sur les choses qui me font du bien. Ouais, absolument. Donc, est-ce que tu vas aussi loin que Steve Jobs qui avait 10 fois la même tenue parce qu'il voulait pas choisir... Presque. Ouais. Tu vois, j'ai toujours ces mêmes jeans-là. Ces baskets-là, je les ai en 3 couleurs. D'accord. Ces pulls-là, je les ai en 3 couleurs. Ah ouais, d'accord. Et j'achète tous mes t-shirts chez Zara. D'accord. Quand c'est la saison au printemps, j'achète une dizaine. Donc oui, j'automatise ça. Mais c'est toujours... tout ce qui me demande de l'énergie, je pense que c'est inconsciemment. Et on en revient à cette notion de qu'est-ce qui m'apporte de l'énergie ou pas. Je délègue ça, je mets ça sur pilote automatique. Donc, ok. Voilà. D'autres choses? Je sais pas, j'essaie juste d'imaginer des trucs où des amis d'enfance vont me dire mais t'es un taré là-dessus. Je pense que maintenant ils sont habitués, donc ils me disent plus. Ok. Ouais. Ouais, au bout d'un moment, c'est le nouveau normal. Hein. Ouais, c'est ça. Donc tout à l'heure, tu as partagé ton chiffre d'affaires librement. Et quel est ton rapport à l'argent? Et comment tu te positionnes par rapport à ce que tu vois du rapport à l'argent en France? Je pense que mon influence américaine me libère sur parler d'argent, tout simplement. Je crois qu'il y a 2 énergies autour de ça, et en toute transparence, je pense que j'en maîtrise une et que je maîtrise pas l'autre. Il y a la notion de générer de l'argent et la notion de gérer de l'argent. Générer de l'argent, on sait faire. La gérer, je pense que je suis pas le spécialiste. Ah oui? Ouais. Mais pourtant, tu es minimaliste, tu le dépenses dans quoi? Je dépense pas. Ah oui, d'accord. Non, je dépense pas, mais quand je dis gérer, je n'investis pas. Exactement. T'investis pas, d'accord. Très peu, et tu vois, en mode, quand je discute avec d'autres entrepreneurs dans nos masterminds, tu vois, tu sens que ils ont vraiment une énergie, ils adorent, tu vois, que le moindre limite euro, où il va aller dans un endroit où ils vont capitaliser dessus. Donc moi, j'ai pas encore cette énergie, c'est quelque chose, si tu veux, que tu gardes tout en cash? Ouais, enfin. Avec l'inflation qui est en train de monter. Ouais, je suis propriétaire de ma propre maison, enfin, tu vois. D'accord, ok. Il y a des trucs qui sont faits, mais c'est pas du tout optimisé. Et c'est un sujet sur pas de système où tu dis tous les mois je prends 10 ou 20% de mon revenu et... Ah oui, d'accord. Non. C'est facile à automatiser ça. Hein. Ouais, mais tu vois, c'est une notion, je pense, d'énergie. Puis je pense que c'est encore un truc à travailler, tu vois, de mon enfance. J'ai pas appris ça. Sur l'argent. Je vais raconter une petite anecdote, mais je viens pas d'une famille du tout entrepreneuriale. Et le seul entrepreneur qu'on connaissait bien dans la famille, si tu veux, avait quitté sa femme et puis avait fait un enfant dans le dos. Tu vois. Donc pour moi, le seul entrepreneur que je connaisse, même si c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, j'associais ça. Alors la valeur famille était hyper importante. Donc si tu veux, il faut se détacher de ces notions-là de entrepreneuriat, argent et reconstruire ça avec des
des valeurs qui sont beaucoup plus serviables. Et j'ai pu rencontrer des personnes après qui avaient plus d'argent, beaucoup plus d'argent, et qui s'en servaient à des fins beaucoup plus nobles dans mon système de valeurs. Et je pense que tu vois, il y a ce côté reprogrammation que j'arrive à faire, puis il y a toujours du travail en fait sur ça. Donc voilà, si je peux être transparent, générer de l'argent, aucun problème. Le gérer, c'est en apprentissage. Et le fait d'en parler, parce qu'en France, c'est quand même un sujet assez tabou dans certains cas, en tout cas où les gens sont plutôt pudiques. Ça dépend avec qui en fait. Ouais. Je pense que c'est toujours pareil. Ça, c'est comme tu dis que c'est l'influence américaine, moi c'est pareil. Ouais. Clairement, l'avantage de la culture française, c'est qu'on est beaucoup moins pudique sur le sexe. Que les Américains. Ouais. Je discutais avec Anthony Bourbon, c'est le fondateur de Philips, parce que j'ai fait une interview avec lui, et je lui disais, voilà, aux États-Unis, c'est un scandale si le président se fait sucer par sa secrétaire, alors qu'en France, mais tout le monde s'en fout complètement. À la limite, on lui dit, good job, mais vas-y, qu'est-ce que tu fais pour la France, quoi? Ouais. Il y a vraiment cette séparation des choses qui fait que c'est plus relax. Par contre, les Américains, ils ont aussi cette absence de pudeur sur l'argent et le fait d'en parler et leur relation. Ils ont cette culture justement d'investissement qui est là depuis le plus jeune âge. Hein. Donc c'est des cultures différentes. Ouais. Ok. Non mais après tu vois c'est pareil quand je dis faut faire attention de manière normale je parle jamais d'argent en fait. C'est un corollaire mais après si on lance sur le sujet ça te pose pas de problème. Ouais. Puis après c'est toujours des notions d'ego aussi. Enfin tu vois on en parle tous les deux. Il y a pas de comparaison. Il y a aussi le côté on parle de chiffre d'affaires mais en profitabilité tu vois c'est toujours pareil. Oui. C'est mais tu vois beaucoup d'influenceurs ont des problèmes même quand je les interviewe moi. Pour en parler, non pas que eux soient gênés par ça, mais ils sont gênés parce qu'ils se disent dans ma communauté, il y en a qui vont mal le prendre. Oui, ça je peux comprendre. Ouais. Mais moi, ma communauté, elle est là aussi pour. Alors qu'aux États-Unis, t'as des influenceurs qui bâtissent leur communauté en étant ultra, genre MrBeast où il va dire tiens, je te donne 1 million si tu touches, t'es le dernier à toucher le truc. Ouais. Après, là, c'est une réflexion que je me suis faite très récemment et je pense que je l'ai entendu ou lu, c'est que si tu associes le bonheur à l'argent, tu vois. La phrase que j'ai entendue et qui résonne, c'est le bonheur, c'est ce qui te reste quand tu n'as plus d'argent. Donc c'est tout ce que tu as réussi à construire autour de toi. Et moi, si j'enlève juste la valeur argent, tout ce que j'ai réussi à construire personnellement, amis, famille, etc., je suis hyper nourri. Donc je suis heureux. Alors je dis pas que l'argent fait aussi le bonheur parce que ça permet de faire des choses que tu ferais pas si tu n'en as pas. Tu préfères être heureux et riche que heureux et pauvre ou pas? Ouais, c'est ça. En fait, c'est un peu ça le résumé. Bon, écoute, Romain, t'as partagé énormément de choses. Donc, avant de se quitter, est-ce que toi qui as dit que tu lis énormément, comme moi, quels sont les 3 livres que tu recommanderais? Donc, si je balaye sur les 15-20 dernières années. Ouais. 3 livres qui ont le plus d'impact ou dont tu penses qu'ils vont avoir le plus d'impact pour les gens qui J'en partageais un. À ce moment, je reviens toujours à celui-là qu'on me pose la question, c'est le One Thing. Que t'as forcément. The One Thing. The One Thing. Ok, donc la chose. La chose, ouais. La chose unique. Qui m'a énormément aidé et qui je crois à la fois. Ça a été traduit en français ou pas? Ouais. Parce que on a tendance à penser qu'il faut toujours plus, et notamment dans l'entrepreneuriat, de faire plein de choses pour pouvoir développer son activité. Et moi, je me suis rendu compte qu'au contraire, c'est en éliminant le plus de choses possible, en étant sur son X, avec une proposition de valeur très simple, très claire, que c'est là où en fait on développe le plus. Donc moi, c'est un enseignement que je partage énormément avec les membres de nos programmes. T'as pas besoin de créer 50 000 offres. On va parler de blogueur pro, t'en crées une et tu développes le truc pendant 10 ans, tu vois. Et pour moi, ça m'a vraiment marqué ce truc-là, et je pense que ça me suit sur pas mal de choses que je fais, de revenir toujours à la simplicité des choses. Ça, c'est le premier livre. Tu vois, chaque livre a toujours des enseignements. Un deuxième qui est là beaucoup plus entrepreneurial, on parlait de Dan Sullivan. Il y a un concept qu'il a partagé il y a très longtemps, mais qui du coup est sorti en bouquin l'année dernière, qui s'appelle Who Not How. C'est le qui plutôt que le comment. Et ça, c'est quand on est entrepreneur, en fait, des fois on a sa vision, après on voit tous les obstacles qui nous empêchent d'avoir sa vision, et notre réflexe, c'est de chercher le comment on résout ça. En fait, tu enlèves le mot comment et tu cherches le qui. C'est qui est le qui va pouvoir me permettre d'atteindre ma vision. Et ça, maintenant, c'est un réflexe que j'ai pour plein de choses. Peu importe l'ambition, le projet, etc. Je cherche pas comment faire. Je cherche qui l'a déjà fait et qui va pouvoir le faire pour moi, quoi. Et pour moi, ça, je pense que c'est un changement clé parce que on a été éduqué à faire, toi, dans l'éducation, tout seul. Quand tu fais tes examens à l'école ou machin, t'as pas le droit d'embaucher quelqu'un pour faire ton exercice ou ton. Ouais, non, c'est vrai. Non, t'as pas le droit. Donc t'es formaté à faire la chose par toi-même. Ouais, c'est vrai. Et à tout savoir faire. Et quand t'es entrepreneur, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ouais, c'est sûr. Donc moi, ça m'a vraiment reformaté sur mon approche. Ça t'a appris à avoir cette vision de chef d'orchestre plutôt d'homme orchestre. Ouais. Et libéré, décomplexé sur ce genre de choses. Ça serait le deuxième livre.
Et un troisième pour la route. pour la route. J'essaye vraiment de... Écoute, ouais, troisième, je t'en parlais tout à l'heure en déjeunant, c'est Vivid Vision de Cameron Herold. Donc la vision vivide. Ouais. La vision, Parce que c'est qu'on fasse ça à titre personnel ou à titre voilà pour la boîte. Je pense que tu peux pas créer des choses si t'es pas clair sur ton futur en fait. Et ce bouquin-là m'a vraiment aidé à structurer à la fois la vision du business et la vision perso. Parce que souvent on va créer de manière un peu intuitive la vision business, mais ce qu'on se rend pas compte, c'est que si on n'a pas travaillé sur la vision perso, ça vient en conflit. Donc naturellement, ton inconscient va t'empêcher de faire des trucs pour ta vision business. Par contre, si tu commences par ta vision perso, sur toutes ces facettes de vie qu'on connaît, tu vois, spiritualité, couple, etc., et que tu as dans cet écosystème le business qui va venir supporter tout ça. Quand je disais que tu vois, nous, on a des masterminds, on mange bien et tout ça, parce que ça supporte ma vision perso du truc. Et je sais que quand j'ai lu ce bouquin-là il y a 2 ans et demi, 3 ans, ça m'a vraiment, tu vois, aidé à structurer la vision du business. Et je sais que tous les 3 ans, je vais repasser par le bouquin, par le framework et réinitialiser ces visions-là, parce que ces visions, elles sont pas ancrées dans le marbre tout le temps, elles évoluent, hein. On les fait évoluer. Donc voilà pour le très troisième. compatible avec et complémentaire à l'ikigai. Complètement, ouais, ouais, parce que il y a cette facette pro-perso, alors peut-être pas toutes les facettes de l'ikigai, mais ça se ressemble. Bah super, donc là ça fait plus de 2 heures qu'on est ensemble, donc clairement les gens qui sont encore là, ils sont Vous êtes des warriors. ultra motivés, c'est des warriors, ils font quoi? Il y a peut-être 15% des gens qui sont arrivés jusqu'au bout, tu vois. Faut regarder les stats sur YouTube. Quel conseil tu peux leur donner? Tu vois, s'ils sont là, c'est qu'ils sont ultra motivés, probablement qu'ils veulent se lancer en entrepreneuriat. Quel conseil tu peux leur donner pour ça? Tout ce que vous pouvez faire pour apprendre sur vous-même, faites-le. Parce que je vais vous donner plein de choses. StrengthsFinder, zone de génie, toutes ces choses-là, Ikigai, c'est en fait le socle fondamental qui va vous permettre de créer tout ce que vous voulez créer derrière. Donc, plus vite vous allez apprendre sur vous, plus vite vous avancerez, quoi. Super, merci Romain d'avoir partagé tout ça. Donc pour ceux qui veulent découvrir un peu ton contenu, ils peuvent faire quoi? Aller sur ta chaîne YouTube par exemple? Ouais, tape Romain Collignon sur Google et puis je pense que sur la chaîne YouTube on a pas mal de vidéos où je partage plus en détail certaines choses qu'on a discutées ensemble. Donc c'est un bon départ. Merci à toi d'avoir partagé tout ça et à la prochaine. À la prochaine. Voilà, si tu es toujours là, félicitations parce que tu dois faire partie des 10%, des 5%, des 2% qui sont arrivés jusqu'au bout. Donc, tu peux assassiner le bouton like de la vidéo et dire dans les commentaires que tu fais partie de la team 2%. Et également, je te pose la question, est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait être enrichi, motivé, que cette interview pourrait aider? Si oui, tu es libre de lui partager. Peut-être que cette personne te remerciera chaleureusement. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oublie pas, sois rebelle, sois intelligent et fais comme Romain, partie des gens qui savent ce qu'ils veulent et qui n'hésitent pas à persévérer tout en pivotant tout au long de leur projet. Ciao. Et donc c'est quoi le nom de ta boîte? Arc Diffusion. Mais donc pourquoi Arc? Pourquoi Arc? Ouais. RC Romain Collignon. Et puis quand j'en parlais à ma belle-mère, elle m'a dit faut être dans le début des listings, tu mets devant Arc, ARC, bon ça passe bien. Voilà. On aurait trop dû le mettre dans la vidéo. Ouais.